Aujourd'hui, je vais réaliser l'exploit de faire la vidéo à la fois la plus personnelle de cette chaîne et la plus politique, dans la mesure où je m'apprête à vous raconter de A jusqu'à Z mon parcours au Front National. Je n'ai jamais vraiment raconté cette histoire, mais j'ai pensé qu'il était désormais utile, pour bien des raisons, de vous en parler, de me mettre à table comme on dit, et de tout vous dire, ou presque. Et ce faisant, je vais faire en quelque sorte coup double. D'abord, cela va me permettre de me faire connaître bien davantage, parce que je ne parle pas, en général, je ne parle pas beaucoup de moi. Et je m'aperçois souvent que les gens ne me connaissent pas, racontant ainsi souvent des bêtises. Et puis j'ai un public qui grossit de jour en jour et je vais produire toujours plus des vidéos, des textes, des livres et autres. Alors il est bon que je me livre un peu, au moins sur une période de ma vie qui a été importante, très importante, voire même, disons-le, traumatisante, et grâce à laquelle certains d'entre vous me connaissent, bien que je me sois aperçu quand même que le gros des gens qui me suit aujourd'hui m'a découvert après mon passage au FN, et s'aperçoit même parfois a posteriori avec stupeur que j'ai été dans ce parti et que j'y ai même occupé une place relativement importante, ou en tout cas visible. Donc le premier avantage, comme je vous disais, c'est de me faire connaître. Mais le second avantage, c'est aussi bien sûr de parler de politique. À 2 ans de l'élection présidentielle, de vous faire connaître de l'intérieur ce qu'est la vie politique, ce qu'est un parti et comment il fonctionne. Et plus spécifiquement, bien sûr, le Front National de Marine Le Pen, de toute la période historique Marine Le Pen 2010-2017. Cela permettra aux gens, aux journalistes, à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la politique, d'avoir un document de témoignage sur cette période. Et ça permettra aux jeunes qui veulent faire de la politique, il y en a, de peut-être bénéficier de mon expérience et de mes réserves, bien que, comme le dit le proverbe que répète d'ailleurs souvent Jean-Marie Le Pen, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Alors en premier lieu, est-ce une vengeance de ma part ? Il faut savoir que pour tout parti politique, et plus encore pour le FN, toute critique à son égard équivaut à de la trahison, et je sais très bien comment mon témoignage sera perçu par la direction du parti. Donc au préalable, j'aimerais dire quand même que si j'avais voulu me venger de ce parti, j'aurais pu m'ouvrir à tous les journalistes qui me questionnèrent avidement à la suite de mon départ. J'ai refusé tous les grands médias et différents reportages sur le FN qui m'ont été proposés les 2-3 années qui ont suivi mon départ. Et c'est pour une raison simple, c'est que je ne voulais pas être simplement, comme je l'ai toujours dit, un astre mort qui continue de tourner toute sa vie autour du soleil Le Pen, comme ça arrive souvent avec ceux qui quittent ce parti, mais qui y restent en vérité, qui y restent au moins émotionnellement, ne serait-ce qu'en ayant toujours besoin de critiquer ce parti en permanence. Moi, au moins jusqu'en 2018, je n'ai émis que quelques critiques de temps en temps, plutôt gentilles même, compte tenu de ce que je savais et de ce que je sais de ce parti. Et la plupart du temps, des critiques même plutôt constructives. Mais cette période est maintenant révolue, je suis totalement libre aujourd'hui et je ne vois pas pourquoi je devrais conserver une pudeur particulière sur ce sujet. Je peux donc tout vous dire maintenant, et le bien et le mal, sans ressentiment particulier. Et si je dois raconter des choses parfois terribles, j'ai envie de vous dire, comme Stendhal, accusez le bourbier et la fange plutôt que le miroir qui les reflète. Alors, je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais évidemment dans les limites du possible, puisqu'il s'agit essentiellement d'un récit, de mon histoire racontée de mon point de vue, c'est-à-dire quelque chose d'éminemment subjectif, que je le veuille ou non. Mais j'ai cette qualité, en tout cas je crois et j'essaie de l'avoir, et de toute façon vous en jugerez, j'ai cette qualité d'être plutôt rationnel et assez froid dans ma façon d'analyser les choses, y compris de m'analyser moi-même, et donc je vais essayer de faire de mon mieux. Cet audio sera divisé en 5 grandes parties. D'abord, je vous parlerai de mon entrée et de mes débuts au Front National, comment ça s'est fait. Ensuite, de l'apogée, en quelque sorte, de mon histoire au Front National, puis le déclin, et enfin mon départ. Puis à la fin, je conclurai en vous donnant mon avis définitif sur ce parti, sur Marine Le Pen, ses dirigeants, son rôle historique, et je répondrai à la question qu'on me pose souvent, est-ce que je regrette aujourd'hui d'y avoir été ? Je vais illustrer cet audio avec des photos de l'époque et quelques passages médias que j'ai pu récupérer ici ou là. J'ai pas pu tout récupérer bien sûr, mais j'ai quelques archives qui peuvent agrémenter le visionnage. Et sinon vous pouvez bien sûr écouter cela comme un podcast. Je vous souhaite un bon visionnage et une bonne écoute. Alors, comment diable ai-je foutu les pieds dans ce parti ? Alors que rien ne m'y prédestinait, n'étant pas du tout d'une famille politisée, alors vraiment pas du tout, et n'ayant pas passé ma jeunesse dans une province dans laquelle, le FN est particulièrement fort ou présent. Alors comment ça s'est passé ?
Eh bien, je vais commencer par vous parler un peu de moi, parce que ça commence par moi, évidemment. À 18 ans, je suis un tout jeune homme qui quitte sa campagne ardéchoise pour la grande ville, pour Lyon. Pour moi, Lyon est une grande ville à cette époque. C'est une mégalopole pour le campagnard que je suis. Et c'est rigolo d'a posteriori d'ailleurs. À cette époque, j'ai vraiment l'impression d'arriver à New York City en prenant mon petit 15 mètres carrés d'étudiant à Lyon. J'entre à l'université Lyon 3 pour suivre des études en relations internationales. Parcours que j'ai choisi au hasard d'ailleurs, tant j'étais certain en fait depuis mon plus jeune âge que mon avenir de toute façon n'aurait rien à voir avec mes études. Et ce que je veux être à 18 ans quand j'arrive à Lyon, ce que je veux être à tout prix, c'est un militant, c'est faire de la politique. Je lis assidûment, je lis goulûment depuis mes 14 ans, je me suis construit plutôt tout seul par mes lectures. Je me suis construit une idéologie de droite et disons de droite radicale. À 18 ans, j'ai déjà lu pas mal de livres fondateurs de toute la mouvance intellectuelle de droite, on va l'appeler comme ça, y compris les livres interdits, n'est-ce pas ? J'ai une formation plutôt gréciste, nouvelle droite, puisque j'avais dévoré les articles de la nouvelle droite quand j'avais 15-16 ans. Et bon, je vais pas vous faire ma biographie intellectuelle, peut-être qu'un jour je vous la ferai, mais je fais déjà un petit peu parler de moi dans mon lycée. Je me fais virer par exemple 3 jours parce que j'amène un tonfant en classe au prétexte que j'avais mis au défi les gauchistes de m'empêcher d'entrer dans le lycée au moment où ils le bloquaient pendant le CPE, ce genre de choses. J'ai plein d'autres anecdotes à vous donner, mais bon, je vais en rester là. Simplement pour vous planter le décor psychologique du petit rebelle de droite que j'étais à cette époque. Et donc quand j'arrive à Lyon, sans connaître personne, mon objectif premier est de devenir militant. Je fantasme alors totalement la politique et l'activisme, et donc je prends ma carte, entre autres, au FN, du FN de Jean-Marie Le Pen, donc c'est en 2006, en septembre 2006, et donc la campagne de 2007, celle qui donnera la victoire à Nicolas Sarkozy, s'annonce. Et je dois dire donc, prenant ma carte au Front National de Jean-Marie Le Pen, je connais ma première déception, parce qu'avec la FN, je découvre alors un parti qui n'est pas très reluisant à cette époque. Alors pour ne pas être cruel, je ne raconterai pas ce que j'y vois, notamment à la Fédé-du-Rhône, mais clairement, il faut que vous compreniez que nous sommes à la fin d'une époque, de l'époque Jean-Marie Le Pen. Il n'y a plus grand monde, et il est vraiment temps qu'il y ait un nouveau départ pour ce parti. Et donc pour cette raison, parce qu'effectivement ce que je vois à l'intérieur de la Fédération du Rhône ne me plaît pas tellement, eh bien je vais m'éloigner du parti en lui-même, mais je vais quand même faire campagne pour Jean-Marie Le Pen dans ma faculté. Et je suis alors dans une fac bourgeoise de droite, Lyon 3, qui succombe totalement à Nicolas Sarkozy. C'est la grande époque Sarkozy, les plus jeunes ne l'ont pas connu, mais cette campagne de 2007 me fait vraiment péter un plomb. Je me rappelle parce que moi je ne suis pas du tout séduit par Sarkozy, pas une seconde, mais je suis désespéré de voir autour de moi la plupart des gens vouloir voter pour lui, pour des raisons les pénistes précisément, pour le Karcher, pour le patriotisme et le travail en gros. Alors que moi, je sais bien que c'est un bonimenteur de première. Et ça me désespère vraiment. Quand Sarkozy gagne en 2007 et que Jean-Marie Le Pen ne fait que 10% à peine, je suis dégoûté et je me dis alors que la politique doit cesser d'être à l'ordre du jour dans ma vie et que je dois me concentrer sur ma vie étudiante, sur des activités culturelles et métapolitiques comme écrire des livres par exemple. Alors les années passent, mais parce que je ne passe pas inaperçu en général et que, disons, j'ai beaucoup de vie en moi, eh bien je commence à me faire, avec mes amis, on commence à se faire un peu connaître à la fac. Et notamment, avec un ami, on subvertit totalement le syndicat étudiant de droite, droite entre guillemets, quoi, le syndicat étudiant sarkozyste UMP, qui s'appelle l'UNI. On le subvertit totalement à Lyon 3, mais vraiment, hein, c'est magnifique, et je vous passe les détails, mais on provoque même une scission dans le syndicat. On fait créer l'UNI-UL parce qu'on a alors un grand pouvoir d'attraction. On est clairement ce que... Je le dirai pas, mais on sort avec toutes les filles, on se bagarre, on débat en permanence, on assume nos idées, donc on a un côté bad boy fasciste face aux virgines sarkozystes. Donc qui fonctionne plutôt bien et on arrive à attirer autour de nous tout ce que Lyon 3 compte de droitard. Et dans le même temps, à cette époque, j'écris mon premier livre, Le Marteau. Et tout ça fait en sorte que je commence à avoir du réseau et me faire un tout petit nom, bien évidemment, mais un tout petit nom dans un monde qui n'est pas très grand. Donc même un tout petit nom dans un petit monde, eh bien ça fait un petit peu de réseau. Et c'est comme ça, donc, de fil en aiguille, grâce à un ami en commun qui est mort il y a peu d'ailleurs, et dont je salue la mémoire. Et donc c'est comme ça, grâce à cet ami Grégory, que je rencontre David Racheline, aujourd'hui maire de Fréjus, et qui est à l'époque coordinateur national du Front National de la Jeunesse, la branche jeune du Front National,
dans l'équipe proche d'une certaine Marine Le Pen, dont on commence à entendre sérieusement parler. Il faut se rappeler du contexte. Nous sommes alors en 2009-2010, et la guerre de succession au Front National vient de commencer. Jean-Marie Le Pen a déclaré qu'il ne se représenterait pas pour le poste de président au Congrès de 2011, et donc s'engage un conflit dont on a oublié aujourd'hui l'intensité, mais qui était plutôt très animé, avec beaucoup d'animosité notamment de part et d'autre, entre les marinistes, c'est-à-dire les partisans de Marine Le Pen, et les Gollnichiens, les partisans de Bruno Gollnisch, et les deux partis s'opposaient donc pour succéder à Jean-Marie Le Pen. Et dans ce contexte, eh bien, Marine Le Pen a besoin de troupes fraîches, car Gollnisch est en train de rassembler tout ce que le FN compte de vieille garde, les cathotradis et même un certain nombre de mecs d'extrême droite qui avaient été exclus ou qui avaient quitté le FN sous Jean-Marie Le Pen et qui alors revenaient tous au Front National par le truchement de Gollnisch, pensant ainsi pouvoir mettre la main sur l'appareil. Pour Acheline, avec qui je commence à frayer de temps en temps lorsqu'il passe par Lyon, on incarne, mes amis et moi, un truc plutôt bien, en tout cas pas mal du tout dans le contexte. On est très solide idéologiquement et ça, David y tient. On assume nos idées, mais on est très intégré à la société dans le même temps. On n'est pas à sa marge, comme souvent les fachos et comme souvent l'extrême droite. On ressemble presque à des gendres idéaux, mais en fait on est totalement frontiste dans notre sang, voire même bien plus radicaux que le FN, et ça plaît à David Racheline. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de jeunes comme nous. Toute la jeunesse du FN qu'on a vu par la suite venir, des jeunes normaux entre guillemets, relativement bien dans leur temps et pas trop caricaturaux, des étudiants, tout ça, eh bien à l'époque il n'y en a pas des masses au carrefour 2009-2010. Alors maintenant il y en a beaucoup, mais je vous assure qu'il y a 10 ans ce n'était pas le cas. Nous étions avant la dédiabolisation et être jeune au FN c'était vraiment être perçu comme un skinhead ou je sais pas quoi, comme quelque chose de vraiment négatif. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle eh bien, on se fait remarquer nous parce qu'on a le courage de nous assumer frontistes, mais on a un look tout à fait normal. Racheline, qui avait été nommé coordinateur du FNJ pour faire la guerre aux Gollnichiens dans les Fédés, très clairement, a besoin de renfort et ne veut pas rester à la tête des jeunes longtemps car il prend alors honnêtement beaucoup de coups. Les Gollnichiens le détestent et il est en première ligne dans le conflit Marine-Gollnisch et c'est évidemment chez les jeunes que ça tape le plus dur. Et ainsi, il veut que l'on rejoigne le Front National de la Jeunesse et il nous promet de grimper rapidement dans la hiérarchie. Il nous fait miroiter qu'il y a des places à prendre autour de Marine, etc. Et moi, à cette époque, je commence à m'intéresser un peu à Marine. Disons que je souscris surtout totalement à sa stratégie de dédiabolisation. Je pense, en effet, que le but de la politique n'est pas de témoigner, mais de prendre le pouvoir, ce que l'extrême droite a souvent tendance à oublier. Et donc, qu'il faut tenir un discours acceptable pour les Français, d'autant que ceux-ci commencent à être petit à petit réceptifs à nos idées. Alors il est donc stupide de les repousser par des provocations et des postures inutiles, ou à côté de la plaque, dont le seul but est de se faire plaisir, et de faire plaisir à ceux qui s'y adonnent, car la seule compensation possible d'un raté, c'est toujours de se croire plus pur et plus dur que les autres, n'est-ce pas? La démocratie demande de la séduction, et Marine semble faite pour cette démocratie. Je la rencontre très rapidement lors d'un meeting et je lui trouve de l'allant en plus, je lui trouve du chien, je lui trouve du charisme. Franchement, elle est grande, elle est pleine d'énergie à l'époque, elle est relativement neuve en politique, elle n'est pas encore usée par 10 ans de politique et d'échecs. Et il se passe vraiment quelque chose autour d'elle, je vous l'assure. Pour les plus jeunes n'ont pas connu, mais il y a 10 ans, il se passe quelque chose, notamment dans l'opinion. Sarkozy est alors en chute libre, car il a déçu la partie la plus droitarde et populaire de son électorat. Donc clairement à cette époque, il y a un coup à jouer avec Marine. Je me rappelle d'ailleurs en parler avec Bernard Lugan, qui est un ami, et qui évoque la métaphore de l'obus perçant, de la balle creuse dont le but est de percer le blindage, et charge à nous de constituer l'explosif à l'intérieur de l'obus. Donc en fait, Marine Le Pen pouvait percer le blindage électoral grâce à la dédiabolisation qu'elle portait, mais les vrais révolutionnaires, les radicaux les plus intelligents en tout cas, devaient la flanquer afin de faire péter le système une fois les élections gagnées. Voilà quelle était l'idée et l'ambiance auprès d'un certain nombre de nos amis. Mais malgré tout ça, cependant, il se trouve qu'à ce moment-là, je résiste encore beaucoup à l'idée de faire de la politique. Je vous explique, en fait, je me suis mis en tête qu'on ne doit pas faire de la politique avant 30 ans. Et à cette époque, mon rêve est bien plutôt de percer dans l'écriture, de devenir un intellectuel, une figure indépendante qui agit plutôt dans le combat métapo, dans le combat culturel. C'est ce que je veux. Alors on se concerte avec mes amis pour savoir quelle stratégie adopter, et finalement c'est eux qui vont au Front National de la Jeunesse. Ils entrent au FN, et presque immédiatement la direction du FNJ en tant que bras droit de David Racheline.
Et moi je n'y vais pas. Ça se passe comme ça pendant plusieurs mois, je reste en retrait, mes amis sont à la direction, et donc en fait je participe sans participer. Mais le désir d'être de la politique grandit, mais je tiens vraiment à mon idée de devenir plutôt un écrivain, plutôt qu'un politicien. Puis vient enfin le congrès de Tours en janvier 2011 qui doit déterminer qui de Marine Le Pen ou de Gollnisch va être élu président du FN. Mes amis y vont et je décide de les accompagner. Et c'est nous qui nous installons au stand du FNJ et c'est nous qui prenons toute la lumière parce que les journalistes sont tous autour de nous, ils viennent nous voir, ils sont super intéressés par cette jeunesse mariniste qui détonne car on est en chemise, on a les cheveux longs et on pourrait en fait dans la forme être totalement de l'UMP. J'ai même un reportage de 10 minutes dont j'occupe l'essentiel qui passe sur France 2 en mode la nouvelle jeunesse du FN, etc. Et bon là j'avoue que toute cette comédie commence à me plaire. Quand on a 22 ans, il est quand même dur de résister à tant d'excitation et surtout à tant de vanité. Et puis je me dis en plus, de plus en plus, que Marine Le Pen a vraiment ses chances et que personne ne peut faire ce que mes amis et moi, nous pouvons faire. Que personne peut être ce que nous sommes en l'état, c'est-à-dire parfaitement acceptable dans la forme, mais terrible dans le fond. En général, il y a soit des types forts idéologiquement, mais qui sont incapables de la moindre stratégie et de la moindre adaptation dans les formes, qui est pourtant absolument nécessaire à toute victoire, soit on a affaire à des types présentables, très bien dans la société, mais qui n'ont aucune colonne vertébrale idéologique. Alors je me dis donc, petit à petit, qu'il va bien falloir que je me lance et que j'accompagne mes amis. Et arrive donc une occasion. Une occasion arrive sur la table. La Fédé du Rhône, c'est-à-dire à Lyon, la Fédé du Rhône était un bastion gollnischien. Et après que Gollnisch a perdu, au congrès de Tours, que Marine Le Pen a pris la présidence du Front National, l'animosité entre les troupes gollnischiennes et les troupes marinistes a continué sur le fond de les troupes gollnischiennes reprochant aux marinistes d'être des arrivistes, des modernistes, des homosexuels qui sont nombreux autour de Marine, des juifs, des francs-maçons, des républicains, etc. Bref, toute la rhétorique d'extrême droite. Et les troupes marinistes, les troupes de marine, reprochaient aux gollnischiens d'être des sectaires obsolètes, des losers, des gens qui n'ont rien compris, etc. Bref, l'ambiance n'était pas très bonne au sein des fédérations. Et dans le Rhône, donc, Yvan Benedetti, patron de l'œuvre française, qui est un groupuscule pétainiste fondé par Pierre Sidos, est à la tête de jeunes, de type, certains de type skinhead, de militants très radicaux, militants d'extrême droite à l'ancienne. Et Yvan Benedetti, donc à Lyon, a été le directeur de campagne de Gollnisch pour la présidence du FN, et il est bien décidé à faire en sorte qu'il n'y ait aucun mariniste dans la Fédé du Rhône, en dépit de la victoire de Marine au Congrès. Bon, c'est quelque chose d'assez commun en politique que de vouloir garder des bastions géographiques malgré une défaite. Ça se fait dans tous les partis, sauf que là, en l'occurrence, ça se faisait en Rangers. L'un de mes amis, qui était pas l'un des plus proches, mais bon, un mec que j'aimais bien et qui traînait avec nous, et qui était donc déjà au FN, et qui était très proche de David Racheline, est ainsi nommé secrétaire du Front National de la Jeunesse du Rhône par la direction du parti, qui elle est bien au chaud à Paris, mais qui a besoin de nommer des marinistes pour tenter de récupérer les bastions gollnischiens, et notamment celui du Rhône, qui est le plus important. Et là, ça se passe très mal pour lui. À la première réunion de la Fédé, Yvan Benedetti le menace physiquement, et je crois qu'il l'attrape par les couilles, c'est ce qu'il nous dira. Bon, bref, je ferai pas de commentaires, mais il lui dit en gros, t'as rien à faire ici, les marinistes ne s'implanteront jamais ici, ici c'est chez les vrais nationalistes, etc., etc. Et je me rappelle très bien, donc notre ami nous appelle, il vient nous voir, je m'en souviens comme si c'était hier, on est à côté de l'opéra, et il nous dit, un peu apeuré par les menaces physiques de Benedetti, et surtout en fait plus qu'apeuré, surtout désespéré en voyant la Fédé absolument tenue par les gollnischiens, il nous dit en gros, c'est bon, je refuse le poste, je veux pas le faire, c'est trop chiant, on n'arrivera pas à changer cette Fédé, laisse tomber, etc. Et c'est là, comme une bravade, comme un con, que moi, je franchis le Rubicon, et je lui dis, t'en veux pas ? Eh bien ok, c'est moi qui y vais. Et donc j'appelle Racheline et je lui dis, c'est bon, c'est moi qui prends le poste. Donc le poste de responsable jeune dans le Rhône. Et voilà comment tout a commencé par une bravade. Stendhal raconte, j'avais lu ça dans son Bonaparte, qu'il est connu que si vous dites à des soldats italiens ou à d'autres nationalités, faites attention, il y a une redoute sur cette route qui est très dangereuse, c'est-à-dire une base ennemie, les ennemis ont une excellente position, et bien les soldats italiens vont vous remercier pour cette info et vont soigneusement éviter par la suite cette route.
Mais Stendhal dit que si vous dites la même chose à des soldats français, la première chose qu'ils pensent, c'est que vous êtes en train de les défier, de les challenger, que vous voulez les éprouver. Et la première chose qu'ils vont faire, ça va être de foncer sur cette route comme des fous furieux. Eh bien, j'ai un peu ce défaut très français, et en tout cas surtout quand j'étais jeune. Et si vous voulez me faire faire un truc, il suffit de me lancer un défi. Et pendant longtemps, j'ai sauté à pieds joints dans tous ceux qui m'étaient lancés. J'essaye aujourd'hui d'être un peu plus sage. Et donc c'est comme ça que je prends la Fédé du Rhône. J'entre en politique parce que moi, Yvan Benedetti ne me fait absolument pas le début du commencement de la peur. Compte tenu d'où je viens et de ce que j'ai déjà fait, de ma famille, etc. Je vous raconterai un jour, mais je vais pas raconter maintenant. Mais bon, ces intimidations, moi, elles me font marrer. Ça ne marche pas du tout avec moi. Et même si je reçois des menaces sur les réseaux sociaux, déjà sur Facebook, de me faire casser la gueule, je reçois des menaces par ces mecs, je mettrai une copie d'écran sur le podcast, une copie d'écran que j'ai retrouvée. Je me fais menacer de me faire casser la gueule, etc. Mais les mecs ne comprennent pas, ils s'attendent à tomber sur un progressiste mariniste qui aurait pu être à l'UMP, mais ils tombent sur un mec qui leur donne plutôt rendez-vous pour la bagarre suite à leurs menaces et qui les insulte en retour, etc. Bref, ça a commencé un peu à bugger dans leur cerveau à cause de ça. Je me rappelle un jour j'avais à faire un discours pour Jeanne d'Arc à Lyon, et Yvan Benedetti fait se retourner tous ces mecs pendant que je parle. Donc je parlais à des mecs qui me montraient leur dos. Alors pourquoi ils l'ont oublié? À une époque de lâche, à une époque de volerie, à une époque où on crache sur la France sans arrêt, où on se moque de la religion catholique, pensez-vous qu'une femme qui s'est battue toute sa vie pour la France, qui s'est sacrifiée pour son pays, et qui en plus est devenue une sainte de la religion catholique, cette femme-là, c'est normal qu'elle ne soit pas honorée aujourd'hui par les partis politiques au pouvoir, et même par une majorité, hélas, de Français. Et voilà, donc j'avais ce genre de petites choses comme ça, qui étaient au final pas très méchantes, mais qui étaient pour m'intimider. Dans le Beaujolais, un peu plus tard, pour une réunion publique, Yvan Benedetti menacera de débarquer avec ses mecs pour foutre la réunion en l'air, mais j'avais une taupe dans son équipe qui commençait à m'apprécier, et il me dira en avance qu'il allait débarquer dans ma réunion pour la foutre en l'air, et donc j'aurais eu juste le temps de faire venir 2 potes serbes à moi, dont un ancien garde du corps de haut niveau, donc je vous raconte pas la carrure, et donc je les fais venir, et ça va dissuader les Benedetti et ces mecs de venir. Il dira plus tard que c'était des mecs d'Axel Lousteau, des mecs qu'Axel Lousteau m'avait envoyés, mais non, c'était juste des potes. En fait, ils savaient pas que j'avais fait mon premier voyage en Serbie quand j'avais à peine 18 ans. Bref, ils ne savaient pas quel genre de mec on était, mes amis et moi, et je peux pas le blâmer, car c'est vrai que autour de Marine, il y avait surtout des types, disons post-modernes, et on voulait à dessein, avoir des looks acceptables, ne serait-ce que pour continuer à draguer des gonzesses dans tous les sens. À cet âge, on était à fond, donc il n'est pas étonnant qu'en fait, à la base, il nous ait pris pour des mecs comme ça. Donc voilà, ça se passe comme ça, je reprends la Fédé, on organise enfin des réunions FNJ, et ceci a un bon retentissement à Paris, évidemment. À la direction du FN, vous imaginez, ils sont plutôt contents d'une chose pareille. Et arrive donc un débat télévisé entre les jeunes leaders des partis politiques, et la direction décide de m'y envoyer. Je prends alors le train pour Paris, je débarque à la Tour TF1, tout ça est tout nouveau pour moi, et donc c'est mon premier média, et apparemment je suis pas trop mauvais. Je montre surtout une image assez nouvelle pour un jeune du FN, j'incarne la dédiabolisation, la normalisation du parti, et ça plaît à tout le monde, et surtout à la direction du parti. Nous ne pensons pas du tout comme ça. Ce qu'il y a, c'est que ça ne nous étonne pas parce que l'UMP, c'est une sorte de grosse machine et c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'elle explose. Parce que comment font des libéraux libertaires comme vous, Benjamin Lancard, pour cohabiter avec, par exemple, des conservateurs? Comment font dans un même parti pour cohabiter des atlantistes zélés et des gaullistes orthodoxes? Comment font pour cohabiter dans un même parti plutôt des gens proches d'un centre droit un peu mou et la droite populaire? Donc, par conséquent, oui. Et à Paris, donc à la direction du parti, enfin à Nanterre plutôt, c'est ce que l'on veut. Ils ne savent pas vraiment qui je suis, ils le découvriront plus tard. Mais ce qu'ils veulent pour le moment, c'est un jeune présentable, moderne, et donc je suis choisi pour ces raisons-là. Pendant un temps, je m'illusionne sur le fait qu'ils ont lu mon livre Le Marteau, Déclaration de guerre à la décadence moderne, mais je m'aperçois vite qu'en fait pas du tout. Aucun autour de Marine Le Pen n'a pris la peine de s'intéresser à mes écrits et à mon fond idéologique, et on va pas se voiler la face, je suis choisi, je vais le dire, je suis choisi parce que je suis, entre guillemets, un beau gosse,
que je présente bien, et donc comme une pute en fait, c'est sur mon physique qu'on me choisit, et sur le fait aussi que je parlais pas trop mal, mais bon, la vérité est celle-ci, il faut la reconnaître, j'ai été choisi pour des raisons de forme essentiellement. La campagne présidentielle de 2012 arrive, c'est donc la première que Marine Le Pen va faire, et nous sommes en juin 2011, et il leur faut un leader, il leur faut un porte-parole de la jeunesse frontiste pour l'occasion de la présidentielle. Et donc voilà qu'on me propose le poste, de directeur des jeunes pendant la campagne présidentielle, et donc on me propose de venir à Paris et d'être payé par le parti. Et là je vois ça comme une aventure, j'ai 23 ans, j'ai un master de relations internationales en poche, mais j'en ai rien à foutre. On me propose d'un coup de monter à Paris, comme un Rubempré, pour faire de la politique qui plus est, prendre le pays, faire la révolution, gagner les élections avec Marine Le Pen. Alors à cette époque, mon Dieu, bien sûr que je dis oui. Je suis totalement romantique en fait à cette époque, il faut le comprendre. Hein. Je me rappelle Bruno Bild, qui est le bras droit de Marine Le Pen et qui gère un peu les affaires du parti. Je me rappelle à cette époque, il me demande combien je souhaite être payé. Et moi je lui réponds ce que vous voulez, j'ai rien à foutre, j'irai habiter sous les toits s'il le faut. Et j'étais vraiment sincère, je me moquais absolument des questions financières, de l'argent et des choses matérielles à cette époque. J'étais essentiellement un romantique qui ne voulait que de l'aventure. Mais au final ils ont été gentils, ils m'ont filé je crois de 2000 € par mois, ce qui est pas mal. Bon, c'est pas énorme pour vivre à Paris dans le centre, mais c'était quand même pas mal pour un premier salaire en politique. Et je devenais donc ainsi le porte-parole des Jeunes avec Marine pour la campagne présidentielle de 2012. Et voilà comment tout a commencé. Alors, me voilà arrivé à Paris. Donc je suis à Paris, dans une ville que je ne connais pas encore, et je suis alors plein d'ambition. Hein. Finalement, c'est une histoire très française. Je suis le jeune ambitieux de province qui monte, entre guillemets, à la capitale pour s'y faire un nom, et qui va appliquer en fait le programme d'un de ces jeunes lorrains du roman de Barès, Les Déracinés, à savoir dominer les hommes et caresser les femmes. C'est le programme que je m'applique évidemment comme tout bon jeune romantique. Mon entrée au siège se passe relativement bien, au siège du Front. Je constate que personne ne travaille vraiment, que tout le monde picole énormément. Et ce sera une constante, ça, que je remarquais toute ma vie. Les politiques prétendent travailler, mais ne travaillent pas vraiment, en fait. Hein. Pour l'essentiel, ils parlent et lisent les journaux. Enfin, ils lisent les journaux, maintenant, ils lisent Twitter. Et en fait, la difficulté du monde politique est ailleurs, hein, notamment dans la capacité à résister à la pression qui est énorme. Raison pour laquelle d'ailleurs souvent il picole beaucoup. Je crois que j'ai jamais vu autant d'alcooliques que dans le monde politique. Donc au début c'est plutôt rigolo. Alors très vite les types au siège avec qui je m'entends le mieux sont les mecs de la Sécu, du DPS. Et les vieux copains de Jean-Marie Le Pen comme Patrick Heiss qui passent au siège de temps en temps. Et qui est un copain d'ailleurs toujours et que j'embrasse, des types qui viennent des années 50, qui sont des sortes d'OSS 117, ayant une vie extraordinaire de soldats, ayant vécu en Indochine, etc. Enfin, je vous dis pas tout, mais Patrick et moi, on en plaisantait pas mal. Il disait que ce qu'il préférait au FN, c'était les jeunes, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire mes amis et moi. Et nous, on lui répondait que ce qu'on préférait, c'était les vieux, c'est-à-dire les vieux copains de Jean-Marie Le Pen comme lui. En fait, au milieu, il y avait les générations années 80 de Marine Le Pen, née dans les années 68, etc. Bref, avec toutes les tares de leur génération, et c'était drôle. Au siège du Front, on préférait passer notre temps avec les vieux, plutôt qu'avec des gens qui étaient censés être plus proches de nous en termes d'âge. Et même si ça se passe très bien au début, que tout est magnifique, j'ai quand même très vite un petit coup de semonce pour m'indiquer ce qu'est la politique. En fait, j'avais immédiatement mis en chantier un petit journal mensuel pour le FNJ, qui était appelé à l'époque les Matelots, pour rester dans l'ambiance de la marine, des gars de la marine, etc. Et dans ce journal, en fait, il y avait un petit encart dans lequel les têtes dirigeantes du FN étaient invitées à raconter comment elles étaient entrées au front. Et dans ma naïveté, en fait, j'avais demandé à Louis Alliot de répondre pour le premier numéro. Et là, le ciel m'est tombé tout de suite sur la tête, car en fait, j'avais été choisi, il faut que vous compreniez, par le camp Bruno Bild de Briouat. Bild, comme je vous ai dit, c'est le bras droit de Marine Le Pen, et c'est peut-être l'homme le plus important du marinisme, sur lequel on reviendra. Et Briouat, c'est son compagnon, qui est aujourd'hui maire d'Hénin-Beaumont. Et en fait, j'avais été choisi par ce clan, qui était en guerre, et je ne le savais pas, avec le clan Alliot, le camp Alliot.
Et sans le savoir et donc sans me douter qu'il existait une guerre des clans autour de Marine, eh bien j'avais commis une erreur de choisir Alliot pour le premier numéro. Et Briouat Build, eh bien, ne me le pardonneront, je crois, jamais. Car puisqu'ils m'avaient recruté, ils m'avaient fait recruter, ils s'attendaient à ce que eh bien, je sois naturellement leur petit soldat. Mais moi, je n'étais même pas au courant de leur petite guéguerre. Donc c'est la première leçon. Avant de faire de la politique, renseignez-vous bien sur les guerres de clans qui existent dans les partis. Et ne croyez jamais que tout le monde tire dans la même direction. J'y reviendrai, mais faire de la politique, c'est utiliser en fait 10% de son temps à lutter contre ses adversaires politiques, et 90% de son temps à lutter contre son propre parti en fait. Et moi, clairement, ça me cassait les couilles dès le début. J'ai décidé donc de faire ce qui correspondait à mon caractère, c'est-à-dire rester le plus indépendant possible de tous les clans. Donc le clan Build de Briouat, comme je vous le disais, qui m'avait fait recruter par l'intermédiaire de David Rachlin, eh bien ça ne me le pardonnera jamais, et passera ensuite tout son temps à mettre des bâtons dans les roues au FNJ, mais je reviendrai là-dessus plus tard. La vérité, c'est qu'en fait, je pense pouvoir être indépendant dans la mesure où je crée un lien fort avec la présidente du Front, avec Marine Le Pen. Si j'ai Marine Le Pen avec moi, qu'importe le reste, en fait, c'est ce que je me dis. Et la chose est rendue possible grâce au déménagement des locaux pour la campagne présidentielle de 2012. En effet, pour la campagne, une équipe Procéré quitte Nanterre pour le centre de Paris, dans des appartements haussmanniens, boulevard Malesherbes. Et puisque je suis dans le staff de campagne, eh bien j'en suis, je fais partie de cette équipe Procéré. Et du coup, mon bureau est à quelques mètres seulement du bureau de Marine, et on se voit tous les jours, on discute souvent, je lui fais même part de mes idées et arguments, qu'elle reprend même parfois dans son programme ou à la télévision, ce qui est super gratifiant pour un jeune. Et je l'aime beaucoup à cette époque, je me rappelle qu'elle a cette capacité, par exemple, que j'adore, je lui pose une question de temps en temps, ou lui fais une remarque, et elle ne me répond pas tout de suite, elle me regarde, elle ne me répond pas, et plusieurs jours après, en fait, elle revient me voir, et elle me donne la réponse, où elle me dit ce qu'elle pense de la chose que je lui avais dite quelques jours auparavant. Et ça, c'est typiquement des comportements de type charismatique. Et donc à cette époque, j'adore ça et j'aime beaucoup travailler avec elle. Et je la vois d'ailleurs se transformer au tout début de la campagne, début septembre 2011, elle passe encore pas mal de soirées à chanter et à picoler un peu. Je me rappelle par exemple une soirée avec Philippot dans un bar boulevard Raspail où on chante ensemble. Elle fait Dalida et moi je fais Alain Delon, vous savez, pour chanter Parole. Et à la fois on manque de s'embrouiller avec des types, on casse une table, enfin bon, Marine se marre, elle doit partir avant. Il y a une ambiance encore très sympa comme ça. Mais elle change vraiment lorsque la campagne commence, en prenant vraiment une discipline de fer, en arrêtant de sortir, etc. Vraiment. Les gens disent que de Marine Le Pen qu'elle n'est pas travailleuse, et c'est ce qu'on a beaucoup entendu, notamment à l'issue de son débat. Je dois dire que moi je suis pas d'accord avec ça, ce n'est pas mon expérience. En fait, elle travaille beaucoup. Je ne sais pas aujourd'hui, parce que je ne la côtoie plus aujourd'hui, mais à cette époque, je l'ai vu beaucoup travailler. Alors pour attraper aussi des manques qu'elle avait, certainement, n'ayant pas eu une jeunesse très studieuse ni cultivée apparemment. Mais bon, je pense que le truc est ailleurs. Le truc, c'est que Marine travaille, mais qu'elle n'aime pas son travail, et ça change tout. Mais on reviendra là-dessus à la fin. Et pour moi, c'est une vie extra qui s'offre à moi pour le moment. Je suis extrêmement médiatisé, je suis invité de partout. Ma position proche de Marine et l'activité frénétique de la campagne présidentielle font que je me branle des pesanteurs internes du parti, que je peux être tout à fait indépendant, et pour le coup, moi, dépenser 90% de mon temps, non pas à me battre en interne, mais à attaquer l'UMP, le PS, Hollande, Sarkozy, les responsables jeunes du PS, etc. Je m'amuse pas mal, mais je travaille surtout beaucoup. Outre les déplacements en province, on crée avec mon équipe un site internet pour les jeunes, un site internet décalé, on devient les meilleurs sur les réseaux sociaux, j'écris tout le temps, je sais pas combien d'articles j'écris pendant cette campagne, mais je crois que j'écris un article un par jour ou un tous les 2 jours. Et puis j'ai de très nombreux passages médias, les journalistes sont intéressés par moi à cette époque. Je crois que pendant la campagne présidentielle, je dois être l'une des 4 ou 5 personnalités les plus médiatisées de la campagne. Et ça ne va pas évidemment sans créer des jalousies qui sont fortes en interne, mais comme je vous disais, à cette époque, ça m'est absolument complètement égal. Et là, je rencontre et découvre Paris, je découvre la capitale et le tout Paris. Je sors pas mal aussi, j'ai une vie vraiment palpitante et frénétique à cette époque, donc je découvre la capitale et je me fais beaucoup de réseaux. Je me rappelle même, un jour, je suis invité à une remise de médaille des arts et des lettres d'un journaliste lors d'une fête au Sénat, au Palais du Luxembourg, avec Roger Carucci et des gros patrons, des patrons qui comptent.
Et là, je me dis vraiment à cette époque que si seulement les Français pouvaient voir qui les dirigent vraiment, je suis pas sûr malheureusement, mais normalement, il devrait y avoir des têtes à accrocher sur des pics. D'ailleurs, c'est quelque chose en fait que je remarque très vite, c'est que plus on se rapproche des sphères dirigeantes, moins on croit paradoxalement au complot, car on s'aperçoit qu'il y a vraiment des cons et des plots en fait, et si vous me permettez, des gens qui croient vraiment à ce qu'ils disent et qui ne sont en fait pas si intelligents que ça. Les gens qui croient dur comme fer au complot permanent sont souvent des types derrière leur ordinateur qui sont très loin de ce monde, très loin des sphères dirigeantes, alors que lorsqu'on les voit de près, ces sphères, eh bien, on les trouve certes dégueulasses, mais en fait beaucoup plus stupides qu'on peut l'imaginer et très loin d'être capables d'organiser des complots de l'espace. Moi tout ça, ça me fait marrer. J'ai mes idées fortes en moi et je méprise peut-être 90% des gens que je rencontre à Paris. J'ai cette arrogance du jeune qui croit avoir tout compris et se croit plus fort et plus intelligent que tout le monde. Et en plus, l'arrogance du type dont l'idéologie le retranche des autres, en fait. Le sentiment, en fait, qu'il y a un nous, c'est-à-dire mes amis et moi-même, et les autres, en gros, les fachos d'un côté, entre guillemets, et puis les autres, les naïfs, les débiles, les stupides, etc. Et c'est un sentiment puissant qui donne beaucoup de puissance, et c'est vraiment ce sentiment très jeune et de puissance que j'ai à cette époque. La campagne présidentielle est très sympa. Il y a beaucoup de fraîcheur à l'époque chez Marine et même au staff de campagne, même s'il y a pas mal de ratés et de types présents dont on se demande bien déjà ce qu'ils font là et qui sont déjà payés des fortunes alors qu'on comprend pas très bien ce qu'ils font. Je remarque quand même qu'il y a très peu de gens cultivés autour de Marine et je pense pouvoir honnêtement avancer que je suis peut-être, alors que je suis le plus jeune, peut-être, je me sens comme le type le plus cultivé du staff de campagne, celui en tout cas qui a le plus lu. Alors là, les gens vont dire quelle arrogance, c'est pas possible, ils vont regimber, mais c'est la vérité. En fait, il y a peu de hauteur autour de Marine Le Pen, des gens proches de Marine Le Pen, j'entends pas des visiteurs du soir. Mais c'est un peu de sa faute, bien sûr, parce qu'elle ne veut pas s'entourer de gens comme ça, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Mais c'est dommage, car de ce fait, le fait d'être toujours entourée par des gens assez bas de plafond, eh bien en fait, elle ne s'élève jamais, ou très difficilement. Mais bon, à cette époque, je l'adore, et la campagne, comme je vous disais, est sympa. Il y a une ambiance bon enfant. Pour vous donner un exemple de cette ambiance bon enfant, un exemple qui restera toute ma vie en tête, un jour on va tracter avec quelques membres du FNJ parisien devant la Sorbonne, un matin de bonne heure, et là en fait nous attend un commando d'une vingtaine, 20 ou 30 antifas, qui étaient armés de bâtons, de chaînes, foulards, cagoules, etc. Et en fait ils avaient eu vent de notre tractage parce qu'on avait mis une annonce sur internet pour dire qu'on allait aller tracter. Et donc ils étaient présents pour nous chasser et nous casser la gueule. Alors quand on les voit arriver vers nous, le groupe, je crie alors à tous les jeunes du FNJ de se barrer, parce qu'on était nous une dizaine, ils étaient plus nombreux que nous, et puis en pleine campagne présidentielle, le but n'était pas de partir en bagarre. Donc je dis à tous les jeunes du FNJ de partir en courant, et mon meilleur ami et moi, on va à leur rencontre. Et là, s'ensuit une bagarre, on était à 2 contre 20 ou 30, donc c'était pas une bagarre, mais ils avançaient vers nous, et nous, on reculait doucement. Et j'ai pris des coups de chaîne sur la tête, j'ai pris un coup de bâton derrière la tête, mais en fait, en partant, j'ai attrapé une chaise d'un bar sur la place de la Sorbonne, et je l'ai jetée sur le groupe d'Antifa, et c'est ce qui nous a permis de partir en courant. Alors je sais que maintenant, beaucoup d'entre vous me jalousent, parce que j'ai pu, moi, envoyer un jour une chaise sur un groupe d'Antifa, mais ne soyez pas trop jaloux parce que c'était quand même avant de prendre la fuite, parce qu'il n'y avait pas moyen évidemment à 2 contre 20 ou 30 de faire quelque chose. Et le plus drôle de cette histoire, c'est que 3 journalistes de France 2 qui me suivaient étaient avec nous en fait, et avec leurs caméras. Et après coup, on leur a demandé de publier les images, et accrochez-vous bien, ils ont dit que leur caméra subitement n'avait pas fonctionné. C'est-à-dire qu'ils ont été les témoins de toute la scène que je viens de vous raconter, mais non, leur caméra n'avait pas fonctionné. Alors imaginez-vous que ce soit l'inverse, que 20 ou 30 militants du FNJ soient allés à la rencontre de militants, je sais pas moi, du PS ou de la gauche, n'importe quoi, pour les chasser lors d'un tractage avec des armes, avec des bâtons et des chaînes. Les images auraient fait le tour des médias, et ça aurait été le nouveau procès de Nuremberg, mais là rien du tout, les journalistes n'ont rien diffusé à propos de cette agression, et pourtant même alors qu'un communiqué du NPA s'est ensuite vanté de cette action. Marine Le Pen m'a forcé à aller porter plainte alors que je voulais pas, mais évidemment malgré cette plainte rien ne s'est passé. Bref, inutile d'en rajouter sur ce côté-là, mais si je vous disais qu'il y avait une bonne ambiance, c'est qu'au siège, c'est qu'après cette petite aventure, je suis rentré donc aux locaux de campagne au boulevard Malesherbes, et c'était Marine en fait, juste avant un passage média ou juste après,
je me rappelle plus, c'est Marine avec Sandrine Leroy, je me rappelle très bien qu'ils m'ont soigné, qu'ils soignaient ma tête blessée. Alors vous imaginez Marine comme une maman qu'elle est en fait, hein, elle a un instinct maternel très fort, me soigner le crâne après une bagarre en mettant de l'alcool ou je sais plus quoi, entre deux passages médias où elle allait parler de l'euro ou je ne sais quoi. Voilà, c'était comme ça, c'est une ambiance assez bon enfant. Je me rappelle aussi de la convention nationale dans laquelle j'avais fait un discours qui a été salué par Jean-Marie Le Pen au bureau de campagne. Je me rappelle, j'étais très fier parce qu'il dira que la convention avait permis de découvrir de nouveaux orateurs de talent. Et il dit ça devant tout le monde en parlant de moi, et vous pouvez être sûr que lorsque Jean-Marie Le Pen est aussi élogieux avec vous, vous avez les 3/4 du bureau de campagne qui vous regardent avec une haine non dissimulée et qui a envie de vous tuer. Chers amis, chère Marine, cher Jean-Marie Le Pen, quel plaisir de se retrouver pour cette nouvelle convention jeune du premier parti jeune de France. Et c'est pendant cette campagne que je découvre aussi Florent Philippot. Alors c'est marrant parce que la première fois que je le vois, c'est en juin ou juillet 2011, je crois, avant la campagne présidentielle donc. C'est David Rachin qui me le présente comme un mec potentiellement, un mec qui sera potentiellement dans le staff de campagne de Marine pour 2012. Et là je vois arriver un mec très timide, en petite chemise, je me rappelle, qui ne paie pas de mine, vraiment qui ne laisse pas du tout présager le type extrêmement médiatisé qu'il deviendra un peu plus tard. Alors au début, lui et moi on s'entend plutôt bien. Il ne me connaît pas encore, il faut dire, donc il s'imagine que je suis comme lui, juste simplement un instrument de la dédiabolisation. Un petit jeune moderne, en gros, loin des vieilles lunes du parti. Et puis bon, c'est vrai qu'on a une petite complicité quand même. Lui et moi, en fait, on ne sommes pas des militants du Front National de longue date. Et donc, je me rappelle qu'on se moque de temps en temps des vieilles habitudes de ce parti, des vieilles habitudes surannées, le péniste du parti, le culte de la personnalité des Le Pen, etc., qui existent dans le parti, les phénomènes de cour et tout ça. Je me rappelle qu'on se fait souvent des clins d'œil, en gros, nous, qui sommes des éléments qui viennent de l'extérieur, ça nous fait un peu rire. Mais je me rappelle un jour qu'un meeting à Paris, je suis assis juste derrière lui, sur la scène, et je le vois de profil. Et là, une image m'apparaît subitement, et en fait, je vois un Florentin, et après, je l'appelle en privé, dans la campagne, je l'appelle le Florentin, car je lui trouve un profil même esthétique florentin. Je comprends en fait que derrière le personnage se cache une personnalité beaucoup plus retors que ce qu'on croit, manipulatrice et capable de bien des manigances, même si je dois lui reconnaître que c'est un vrai patriote. Là, pour le coup, c'est un vrai patriote sincère, un type très attaché à ses idées, au point même d'ailleurs qu'il est dogmatique, qu'il a un défaut en fait très classique de l'intelligence, que l'on retrouve souvent parmi les élites françaises d'ailleurs, qui est de tout systématiser. En l'occurrence, lui est un souverainiste sincère, et donc il se construit tout un logiciel souverainiste qu'il systématise tout le temps et un peu trop. Et je vais me heurter d'ailleurs assez vite à ce dogmatisme, car je sens d'instinct qu'il n'est pas très politique de faire de la question de l'euro la question fondamentale de cette campagne présidentielle, alors que Philippot, lui, veut faire de la question de l'euro la question principale, et à tout prix. Interviewé dans je sais plus quel média, je me rappelle plus, en fait, un jour j'essaye d'arrondir les angles, et je dis qu'on pourrait éventuellement envisager une double monnaie, de garder l'euro comme monnaie commune, comme une devise internationale, tout en retrouvant une monnaie nationale, bref. J'ai essayé en fait 2-3 trucs pour ne pas faire trop peur sur un sujet qui terrorisait notamment les personnes âgées et qui constitue le gros des votants. Et donc que les choses soient claires, je ne parle pas des mérites comparés ou non de l'euro. Je rappelle que la politique c'est pas de la philosophie, que le but c'est pas d'avoir raison et de trouver la vérité, c'est de gagner. Et une fois qu'on a gagné, alors si on est quelqu'un de bien, on peut appliquer une philosophie éventuellement. Mais donc le but de la politique étant de gagner et non de trouver la vérité, je ne raisonne pas sur les vertus ou les vices supposés de l'euro. Je disais simplement, j'avais compris déjà en 2011-2012 que c'était pas la question sur laquelle nous devions engager toute la crédibilité du parti. Parce qu'en fait, je me dis que le Front National comporte déjà beaucoup de facteurs stress qui dissuadent les gens, même les gens qui ont nos idées, de voter pour nous. Et donc en fait, notre but, c'était de réduire ce facteur stress. Et la dédiabolisation que j'approuvais, en fait, réduisait le facteur stress. Et donc c'est pour ça que j'étais en faveur de celle-ci. La position anti-immigration, qui était un facteur stress auparavant, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, le devenait de moins en moins, car les gens, et ça tous les sondages le montraient, étaient de plus en plus anti-immigration.
Alors je comprenais pas pourquoi ajouter un élément ultra stressant à notre programme au moment où précisément enfin les gens étaient d'accord avec nous sur l'immigration et nous voyaient enfin avec la dédiabolisation sous notre vrai jour. Honnêtement, on était en train de réduire des gros facteurs stress et je trouvais ça complètement débile, voire même criminel, d'ajouter un nouveau facteur stress dans notre parti. Et donc je vais me heurter à Philippot sur cette question parce que le jour où j'avais essayé de mettre de l'eau dans notre vin sur la question de l'euro, eh bien je me rappelle, Philippot m'avait directement envoyé un SMS, plutôt en colère, en disant en m'obligeant de bien suivre la ligne du parti qui était d'être absolument anti-euro et d'être absolument radical sur cette question. Je m'étais fait engueuler tout de suite via SMS, voilà, c'était comme ça. Alors cependant, à la décharge de Philippot et de Marine Le Pen qui avaient choisi cette stratégie sur la question de l'euro, il faut remettre les choses dans leur contexte. En fait, la décision de tout tabler sur la sortie de l'euro s'est prise durant l'été 2011, si j'ai bien compris. À cette époque, celui qui est présagé pour être le directeur de campagne est en fait Nicolas Crochet, qui est un copain et qui est un type brillantissime, quand il n'est pas dépressif. Et honnêtement, moi, peu de gens m'impressionnent intellectuellement, hein, donc, et pourtant, je vous le dis, Crochet en faisait partie. C'est quelqu'un qui, de par sa profession d'expert comptable, connaît vraiment bien l'économie réelle, l'économie des entreprises, l'économie concrète et pratique. Et quand je le rencontre dans le bureau de Marine en juin 2011, il se présente à moi comme le futur directeur de campagne pour 2012. Mais la décision de Marine Le Pen en fait change durant l'été et elle choisit à sa place Philippot qui lui ne connaît rien à l'économie réelle, qui est un fils de fonctionnaire, un énarque, un type qui connaît en fait l'économie sur tableau noir de manière abstraite et donc quelqu'un qui peut systématiser. C'est une élite française, quelqu'un qui systématise et qui connaît l'économie via les tableaux noirs, via les principes abstraits. Alors que, eh bien, Nicolas Crochet était quelqu'un qui connaissait l'économie bien davantage dans son aspect réel et pratique. Et donc à cette époque, en fait, on sort d'une crise financière et l'euro, à cause de la crise grecque, est en très mauvaise posture. Je rappelle que des mecs comme Jacques Attali déclarent durant l'été 2011 que l'euro n'allait pas survivre à l'année 2011, qu'il mourrait sûrement à Noël 2011. Et je me rappelle ça très bien, c'était très fort à cette époque, la crise de l'euro. Donc dans cette ambiance, effectivement, il y avait la possibilité de se dire, soyons le parti qui va assumer une position franche et nette contre l'euro, et faisons en fait tapis sur la question comme au poker, et comme ça, quand il s'effondrera, on sera ceux qui récolteront le plus d'avantages de cet effondrement, parce que on récupérera tous les bénéfices de cet effondrement, parce qu'on aura été les premiers à avoir attaqué bille en tête l'euro. Bon, c'était un pari qui était très risqué, et puisque l'euro ne s'est pas planté, donc Philippot, Marine, se sont lamentablement plantés. Mais bon, si on remet les choses dans leur contexte, compte tenu de cette crise de l'euro de l'époque, on comprend mieux leur décision stratégique, ça nous permet d'être plus indulgents, au moins pour ce qui est de la campagne de 2012. Et je me dis parfois que l'histoire aurait pu être tout autre si Marine Le Pen avait conservé Nicolas Crochet en directeur de campagne au lieu de Philippot, et sa ligne souverainiste anti-euro. Se placer sur une ligne proche de l'économie réelle, une économie des entreprises, et mettre le paquet sur l'identité plutôt que de se lancer dans des campagnes très anti-européennes, anti-euro et au final plutôt à gauche en fait, je me dis que l'histoire aurait peut-être été tout autre, aurait pu être tout autre, et je pense même que Marine aurait pu être élue si elle avait pris cette décision-là plutôt que l'inverse. Et donc elle a préféré Philippot, et c'est vrai que quand on manque de fond et de culture, comme Marine, hein, c'est la vérité, elle-même l'a dit un certain nombre de fois, comme ça, quand on est plutôt fragile idéologiquement, on est toujours davantage séduit par les gens systématiques, par des gens qui sont capables de vous donner une colonne vertébrale idéologique toute faite. Et Philippot fait partie de ces gens-là, des gens qui ont un vrai système dans leur tête. Et en ajoutant cet aspect en plus très anti-européen à sa stratégie, elle avait aussi l'impression d'apporter sa propre touche, de se singulariser vis-à-vis de son père. Car Nicolas Crochet était finalement un type qui avait appartenu au FN de Jean-Marie Le Pen, contrairement à Philippot, qu'elle avait fait entrer au FN. Et il y a plein de raisons comme ça, psychologiques, sociologiques, historiques, sur lesquelles je reviendrai, qui ont fait que Marine Le Pen s'est chevillée à Philippot, pour le meilleur et pour le pire, je pense surtout pour le pire. Mais c'est comme ça, on refera pas l'histoire. Et Philippot prend ainsi petit à petit le pouvoir sur Marine Le Pen. Et à la fin de la campagne présidentielle, que Marine avait commencé à 25 et qui finit à 17, comme toujours,
Hein, petit rappel pour tous ceux qui aujourd'hui encore s'emballent sur les sondages toujours très hauts de Marine Le Pen en début de campagne. Bref, à la fin de la campagne, Philippot règne absolument. Hein. Lui et ses hommes se sont alliés au clan Bildt-Briouat pour terminer une bonne fois pour toutes le clan de Jean-Marie Le Pen qui restait au Front National et qui est personnalisé par des gens à l'époque comme Marie-Christine Arnautu ou Yann Maréchal, la mère de Marion. Et clan, comme par hasard, dont je suis le plus proche. Et donc à la fin de la campagne, même si je suis super content, super heureux et que j'ai beaucoup aimé la campagne, eh bien, les nuages s'amoncellent quand même un peu au-dessus de ma tête. Je me rappelle une soirée après le premier tour, donc à la fin de la campagne présidentielle, on boit tous dans un bar et Philippot vient s'asseoir à côté de moi et il me dit « Fais attention Julien ». Il me dit juste ça comme ça avec son petit sourire. Et moi je lui dis « Mais fais attention à quoi ?» Il me dit « Fais attention, c'est tout ». Il me sort cette petite phrase comme une menace, façon de me dire qu'il va falloir en gros que je choisisse mon camp et que je me soumette, car en gros, il me dit, nous, on tient Marine Le Pen maintenant, donc il va bien falloir que tu choisisses ton camp et que tu te soumettes à nous. Mais moi, à l'époque, je m'en fous encore, je pense avoir dans la poche Marine, car on s'entend encore à merveille, et en plus, elle vient juste de me féliciter pour l'excellent travail qu'on a fait avec les jeunes pendant la campagne. Je me rappelle que même le journal Le Monde, je me rappelle qu'ils avaient été obligés d'admettre, quand ils avaient fait un article sur les mouvements jeunes durant la campagne présidentielle, ils avaient été obligés d'admettre que le FNJ avait été alors le mouvement jeune le plus en vue et le plus actif de toute la campagne présidentielle. Alors à cette époque, malgré les petites menaces dissimulées, même pas dissimulées d'ailleurs, de Florent Philippot, je me sentais intouchable et je me foutais donc des menaces de Philippot et de l'animosité que me vouait une bonne partie du parti, à commencer par le clan Briouat-Bildt. Alors là, je termine la campagne présidentielle et donc la saison 2011-2012 par une campagne législative dans le Beaujolais où je suis parachuté. Beaujolais que je choisis simplement pour voir la colline de Brouilly sur laquelle les héros du roman Les Deux Étendards ont une illumination. Alors je sais que vous n'allez pas croire du tout cette anecdote, mais c'est pourtant la vérité et cela vous montre à quel point j'étais en fait très romantique et finalement très peu politicien à cette époque. Je me suis choisi une circonscription à cause d'un de mes romans préférés et c'était la seule raison. Donc la campagne se passe bien d'ailleurs, je fais 18%, ce qui est pas mal du tout dans ce coin. Je rencontre des gens super, des campagnards, des mecs que je salue parce qu'on est parfois en contact et on picole beaucoup de bon vin dans les caves du Beaujolais. Donc tout se passe très bien. Et la campagne donc législative qui suit la campagne présidentielle est une campagne heureuse pour moi. Mais bon, voilà, ainsi se termine mon apogée au Front National et le déclin arrive. Nous sommes donc en septembre 2012 et je suis le directeur national du FNJ. Mais je n'ai étrangement pas intégré le bureau politique du FN, qui est l'instance qui rassemble en fait normalement les personnalités les plus importantes du mouvement. Et je suis pourtant l'un des plus médiatisés, je suis le directeur des jeunes, j'ai participé à la campagne présidentielle et j'ai fait passer même plusieurs de mes idées dans le programme et auprès de Marine, mais bizarrement je ne suis pas au bureau politique. Et c'est un petit coup dans le dos, un petit coup de poignard dans le dos qui m'est planté par les dirigeants du parti qui tiennent l'appareil. Et je m'apprête donc à payer cher mon indépendance et ma négligence absolue, précisément, de l'appareil. En politique, finalement, il faut toujours chercher à contrôler l'appareil. Même Philippot, qui à cette époque, pour l'heure, était vraiment tout puissant auprès de Marine Le Pen, lui aussi paiera cher de ne pas avoir contrôlé davantage l'appareil quand il se fera virer après la campagne de 2017. Rappelez-vous toujours qu'après la mort de Lénine, c'est le moins brillant de tous, c'est le moins intellectuel, et d'ailleurs aussi le moins connu des héritiers de Lénine, qui arrive à mettre la main sur le pouvoir et à éliminer ses concurrents. Je parle bien sûr de Staline, et c'est tout simple, parce que précisément lui, contrairement aux autres, qui était plus brillant que lui, mais lui, contrairement aux autres, contrôlait l'appareil. Petit conseil donc à tous ceux qui veulent faire de la politique, les passages TV, la sympathie que vous suscitez auprès des militants, vos qualités intellectuelles, votre capacité à travailler les sujets de fond, tout ça c'est bien, mais j'allais vous dire qu'en fait ça ne compte finalement pas tant que ça. C'est juste la surface. La seule chose décisive et déterminante, c'est de contrôler l'appareil, et pour cela être capable de passer votre temps à vous battre contre vos collègues, être très vicieux, cauteleux, manipulateur, paranoïaque, prêt à toutes les manigances, etc.
Un jour, je pense que je ferai une vidéo sur ce que j'appelle le digénisme politique, qui est d'ailleurs expliqué par Herbert Spencer aussi. Pour vous montrer, je ferai une vidéo pour vous montrer que la politique est souvent en fait le contraire même de la sélection du meilleur. Ce sont souvent les pires qui réussissent le mieux en politique. Mais bon, malgré ce petit coup de Trafalgar, qui est de ne pas être au bureau politique, et puis tous les petits coups que je dois subir tous les jours, vraiment pour me mettre des bâtons dans les roues, je m'en fous encore. Je suis toujours extrêmement confiant. En fait, mon objectif à cette époque est vraiment de mettre sur pied le meilleur mouvement jeune de l'histoire du parti. Et là, je crée un nouveau site internet qu'on met à jour quotidiennement. Je me rappelle, on écrit le tweet du jour, qui est en fait un petit texte de 3-4 paragraphes qu'on écrit donc quotidiennement. On met en place un nouveau bureau politique du FNJ. On arrive à trouver quasiment des responsables départementaux dans chaque département. Je visite la France à cette époque aussi. Ça pour le coup c'est bien parce que ça me permet d'aller dans tous les départements et dans toutes les provinces. Je crois que je fais pas tout, mais je dois faire peut-être 70% des départements français. Donc c'est génial parce que ça me permet de redécouvrir la France que j'avais déjà visité quand j'avais 20 ans, quand je faisais des tournées commerciales dans un camion pour aller vendre des produits sur les marchés. Ça avait été l'un de mes jobs d'été, donc c'est une redécouverte de la France, c'est un deuxième tour de France, et ça c'est quelque chose honnêtement qui est pour le coup plutôt sympa. On fait aussi plusieurs actions symboliques, dont une pour les femmes et le droit à la sécurité, en essayant de rendre toujours nos actions esthétiques. Nous, sommes ici pour interpeller la ministre du droit des femmes. J'ai même la possibilité à l'époque d'ouvrir une chaîne YouTube et de vraiment commencer à faire des vidéos régulières. Et ça, c'est un regret. J'ai à l'époque un réalisateur, un monteur professionnel qui est de très très grande qualité et qui m'adore et qui arrête pas de me dire: Julien, il faut que tu te mettes sur YouTube, il faut que tu fasses des entretiens réguliers, etc. On fera de super vidéos, ça cartonnerait. Et en plus, je suis sûr que ça aurait cartonné effectivement parce qu'en 2012, il n'y avait pas encore énormément de personnes qui faisaient ça. Donc on aurait été parmi les premiers en tant que politique, bien sûr, d'investir vraiment YouTube. Et comme un imbécile, j'ai refusé. Et je vais vous dire pourquoi, c'est très bête, c'est par peur en fait que le parti m'en veuille encore plus. Et c'est véridique. Je me suis dit, oh mon Dieu, déjà que le parti, quand je parle du parti, je parle pas des militants, je parle des dirigeants. Déjà que le parti pense que j'ai un ego surdimensionné, et ça c'est le truc classique, vous connaissez la formule, quand on traite toujours ceux qui n'ont pas besoin des autres d'égoïstes, et quand on est indépendant, et qu'on met donc de la distance avec les gens, ceux-ci vous traitent en retour d'égo surdimensionné, c'est un grand classique, c'est tout à fait stupide, mais bon, on va dire que c'est humain. Bon bref, je me dis à cette époque, oh là là, si je fais ça, si je lance ma propre chaîne YouTube, où je fais des entretiens réguliers, etc. En gros, si je prends trop la lumière, je ne vais faire qu'accentuer la jalousie et l'animosité à mon égard. Donc, je me dis, je pense que j'ai encore un avenir en politique à cette époque, et je me dis, laisse tomber, fais pas ça. Les gens vous attribuent toujours l'ego et l'ambition qu'ils jugent en fait d'après vos qualités. Donc, si vous avez des qualités, quoi que vous fassiez, on jugera que vous avez l'ego qui va avec. Et dès lors, toutes vos tentatives de modestie, de retenue, même si, encore une fois, elles sont sincères, et peut-être même finalement correspondent même davantage à votre nature, eh bien ces tentatives ne seront au mieux pas remarquées, et au pire, en fait, on pensera que vous faites ça par stratégie. Et donc vous vous priverez des avantages qu'auraient pu vous amener d'agir sans vous soucier du qu'en dira-t-on. Voilà, en fait c'est la leçon à retenir. Il faut laisser les gens dire que vous avez le melon, que vous êtes un ambitieux, ou ce qu'ils veulent même, même si c'est faux et qu'ils ne vous connaissent absolument pas. N'essayez pas de vous ménager ces gens-là, et avancez simplement. J'ai souvent essayé de ménager le parti en ne faisant pas tout ce que j'aurais pu faire, en refusant même pas mal, contrairement à ce que l'on croit parfois. J'ai refusé pas mal de passages médias.
Mais cela n'a jamais empêché l'animosité du parti et les critiques du genre « il adore se voir à la télé, etc. etc. » Bref, tout ça, ça reste du petit lait comparé à ce qui va créer la vraie rupture, la rupture définitive entre les instances du parti, et plus grave encore Marine Le Pen et moi. Et ce drame, eh bien, il porte un nom, il s'agit de la Manif pour tous. Alors avant, laissez-moi vous faire un point sur la position stratégique du FN à cette époque, et ainsi que mes idées stratégie du FN et mes idées qui vont de plus en plus se dissocier. La rentrée 2012, donc septembre 2012, est marquée par la lutte fratricide immense entre Fillon et Copé pour prendre la direction de l'UMP suite au départ de Sarkozy, à la suite de son échec à la campagne présidentielle de 2012, de sa défaite. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais la lutte est franchement terrible. On ne sait pas qui a gagné entre Copé et Fillon, on accuse, les uns les autres s'accusent de fraude, et le parti, l'UMP, la droite française, éclate littéralement, et dégringole tout bonnement dans les sondages. Donc en fait, à cette époque, on parle, c'est les éditos vont dans ce sens, on parle d'une droite française qui peut potentiellement disparaître. Et là pour moi la stratégie est claire, elle est évidente, elle est claire comme de l'eau de roche. Il nous faut récupérer à tout prix les électeurs orphelins de Sarkozy et de l'UMP. Il nous faut phagocyter la droite, d'autant que c'est le PS et Hollande que nous avons désormais à la tête de l'État. Donc il faut jouer sur les cordes antisocialistes de l'ancien électeur du RPR, vous voyez, et prendre la tête de l'opposition de droite à Hollande, insister sur les dénonciations de ces hausses faramineuses d'impôts, de taxes, insister sur la politique migratoire et sécuritaire, faire en gros du Sarkozy 2007, mais en mieux, dans la mesure où nous étions vraiment de droite, si je puis dire, et que nous on n'aurait pas trahi une fois au pouvoir. Donc à mes yeux, comme je vous le dis, il fallait mettre le paquet pour devenir la droite sur le quasi-cadavre de l'UMP. Alors une droite populaire, certes, pas une droite bourgeoise, une droite populaire, sans les centristes que se trimballait l'UMP, mais qui aurait pu récupérer beaucoup de cadres et donc beaucoup d'électeurs aussi de Sarkozy. Cette stratégie m'est d'ailleurs confirmée par des personnalités de l'UMP que je rencontre, de type de droite conservatrice, populaire, souverainiste, qui me disent à cette époque que c'est mort, que Marine va prendre leurs électeurs et leurs cadres. Vraiment, j'en rencontre pas mal, ils tremblent tous, ils sont tous super flippés. Et plus tard, je reverrai toutes ces personnalités qui auront des responsabilités importantes et tous en fait plus tard se marreront en disant, rigoleront en disant mais qu'est-ce que vous avez été nuls, vous auriez pu totalement prendre nos électeurs et notre parti, mais au moment où on était à l'agonie, au moment où nous vivions l'agonie et que vous n'aviez qu'à vous baisser pour nous ramasser, au lieu de ça vous avez choisi une stratégie de gauche, vous avez vraiment été super nuls. Car oui, précisément en la matière, la stratégie de Philippot et de Marine Le Pen est tout autre. Leur but à eux est de réaliser le syncrétisme souverainiste qu'on avait vu à l'œuvre dans le cadre du référendum contre la Constitution européenne de 2005. Leur but en fait est de rassembler la France du non qui avait gagné durant ce référendum. Et donc en fait à la manière marxiste, ils minorent la vision politique au profit d'une seule vision sociologique. Pour eux le clivage idéologique droite-gauche n'existe plus, voire n'existe pas. Et en fait seul existe une lutte de classe New Age dans lequel le peuple vertueux et souverainiste s'opposerait aux élites et aux bourgeois corrompus et mondialistes. Et ainsi, donc, niant les oppositions idéologiques, il ne faudrait tenir qu'un discours populiste et souverainiste pour toucher le peuple avant tout, et donc obtenir les suffrages de ce qui avait pu gagner contre le politiquement correct et l'avis des élites lors du référendum sur la Constitution européenne en 2005. Et en fait, sur un tableau noir, de façon abstraite, et donc quelque chose de compréhensible pour un cerveau de haut fonctionnaire à la Philippot, ça se tient, c'est même d'une logique imparable. Mais le problème, c'est que ce beau système s'est heurté à la réalité, à ses résistances archaïques et à ses scories. La réalité est toujours pleine de scories et d'archaïsme, et elle s'est même heurtée à l'actualité, puisqu'en fait la Manif pour tous a été la preuve vivante que les clivages idéologiques droite-gauche persistaient, au moins sur les questions sociétales. Cette stratégie Marine Philippot ne pouvait pas marcher, et d'ailleurs n'a pas marché. Pendant longtemps, ils ont cru que la progression du Front National dans les sondages était due à cette stratégie, mais c'est faux. Le Front a progressé à cette époque lentement, non pas en vertu de cette stratégie, mais en dépit de celle-ci. C'est la nullité absolue des autres partis et leur rejet dans l'opinion, ainsi que la situation catastrophique de la France qui faisait progresser Marine Le Pen dans les sondages, et non sa stratégie qui n'a jamais réussi à obtenir le peuple de gauche.
mais qui s'est en revanche durement aliéné une partie de l'électorat de droite. Le peuple qui vote Front National était déjà passé du côté de Jean-Marie Le Pen en fait dans les années 80, alors même que celui-ci tenait un discours réganien à l'époque, c'est-à-dire très libéral. Ces gens du peuple, les gens de droite populaire, se déterminent par un discours fort sur l'immigration et la sécurité, car ils sont les plus fragiles face à l'insécurité. Et on le voit aujourd'hui avec le vote Bolsonaro par exemple au Brésil, Salvini ou Trump, c'est pas forcément un discours populo-populiste, plus communiste que les communistes qui les séduit. Quant à l'idée qu'on aurait pu obtenir le peuple de gauche, c'était une gageure absolue, et les sondages ont montré d'ailleurs après, que ce soit en 2012 et en 2017, que les reports de voix des électeurs de Mélenchon sur Marine Le Pen, ce report de voix a toujours été famélique. Et donc voilà la ligne de clivage à cette époque, donc juste après la campagne présidentielle de 2012, la ligne de clivage idéologique qui existe au Front National, entre ceux qui pensaient qu'il fallait envoyer des signaux à la droite pour récupérer les électeurs de Sarkozy et se transformer en une droite populaire et identitaire, ce qui nous aurait permis d'ailleurs d'être en avance sur les Salvini et les Orban au passage. Et donc je fais partie de ceux qui soutenaient cette stratégie-là. Et ceux qui voulaient être un parti souveraino-souverainiste, populaire, populiste, entièrement tourné contre l'Europe et l'euro, négligeant les problématiques sociétales et même migratoires, pour ne parler qu'au peuple fantasmé, comme si nous étions des marxistes à petits pieds. Et donc c'est au-dessus de cette faille profonde qu'apparaît donc la Manif pour tous et qui va précipiter ma marginalisation au sein du Front National. Alors je m'engage moi dans le combat entre guillemets, contre le mariage homosexuel de façon tout à fait naturelle. Toutes mes inclinations idéologiques m'y poussent, c'est vrai. Mon engagement politique est avant tout un engagement civilisationnel, pas seulement économique, sans quoi nous ne sommes rien de plus qu'un vulgaire parti matérialiste de gauche. Et là se passe quelque chose qui dépasse même la problématique du mariage homosexuel en fait. Ce qui se cristallise à cette époque, c'est un rejet du progressisme à tout crin qui pourrit l'Occident depuis les années 70. C'est la France profonde, rurale, conservatrice, chrétienne, blanche, des bourgeois ou petits bourgeois, oui sans doute, ok, mais au moins la dernière petite bourgeoisie encore française, celle qui, qu'on le veuille ou non, constitue l'ossature de la France, celle qui dirige des petites entreprises, celle qui envoie ses enfants dans les bonnes écoles, celle qui a encore un peu de morale, et celle qui est encore connectée avec les territoires et le petit peuple. La grande bourgeoisie cosmopolite, elle est progressiste. Mais cette France des cols blancs, encore un peu chrétienne, encore très française, cette France-là, qui est la nôtre en fait, eh bien, était à la Manif pour tous, manifestait à la Manif pour tous, et il m'apparaissait donc comme indispensable d'être à ses côtés. D'autant que je jugeais qu'en tant que directeur du FNJ, je ne pouvais pas ne pas y être, alors que la plupart de mes troupes y étaient. Je veux dire, toute la jeunesse militante de droite à cette époque battait le pavé et était aux Manif pour tous. Et à quoi aurais-je ressemblé si j'avais laissé mes troupes y aller et pas moi? Les instances dirigeantes du FN ne pensaient pas à ça, mais ma propre popularité auprès de la jeunesse militante patriote était en fait en jeu, et si je n'y avais pas été, ça aurait été très mauvais pour moi. Et donc j'avais envie d'y être, je pensais qu'il fallait y être, et je devais y être. Non mais là je me rends compte déjà que je suis le seul à être opposé finalement au mariage homosexuel et à l'adoption. Mais est-ce que la position du parti est très claire? Parce qu'on a vu que Marine Le Pen ne savait pas si elle allait manifester. Alors finalement il faut penser quoi? La position du parti est très claire, c'est simplement que Marine, elle a eu raison à considérer que ces sujets étaient des sujets dérivatifs pour parler d'autre chose. Parce qu'effectivement, vu que le gouvernement est incapable de s'occuper des questions économiques et sociales, il parle du mariage gay. Alors est-ce que je peux m'exprimer sur le sujet? Allez-y, bon. On vous donne la parole. Moi, personnellement, ce n'est pas l'avis de Marine Le Pen, mais personnellement, je suis horrifié, absolument horrifié, même que l'on puisse avoir ce débat en France aujourd'hui. Voilà, je déplore d'être né à une époque où on se pose une question si absurde du mariage homosexuel et de l'adoption, appelé en plus sous un vocable mariage pour tous qui ne veut strictement rien dire. Ces manifestations que nous avons vues le 16 décembre pour le mariage gay et l'adoption ont révélé pas mal de choses. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ça a été un fiasco au niveau du nombre de gens qui étaient dans la rue. Et elles ont été révélatrices, ces manifestations. On a vu déjà dans les propos de Pierre Berger sur la procréation médicalement assistée et surtout pour le ventre des femmes qui ne serait qu'une usine. Et puis, on a vu ce genre de choses que je vais vous montrer. Voilà. Un enfant de 10 ans à peu près qui tient dans les mains un écriteau sur lequel est marqué « bite dans le cul ou pas, on veut l'égalité des droits ». Alors je vous demande à tous ici,
si vous voulez donner des enfants à ce genre de fous ou de folles, je ne sais pas comment il faut dire, si vous voulez donner des enfants à ce genre de personnes. Mais pas moi. Vendry jumeaux. Et puis j'y vais aussi avec des arrière-pensées politiques. Je n'y vais pas uniquement par simple romantisme pour un combat civilisationnel. Ce n'est pas vrai. J'y vais avec aussi des arrière-pensées politiques et stratégiques. Je veux, comme je vous l'ai expliqué, récupérer l'électorat de droite, qui est plutôt conservateur sur ce genre de questions. Et en fait, plus que l'électorat, ma réflexion, si vous me permettez, va plus loin, elle est plus subtile. Je me dis qu'en fait, qu'il y a en France deux types de cadres. Il y a le cadre progressiste bobo des grandes villes et le cadre plutôt catho. En dehors de ça, en fait, il n'y a pas tellement d'élite, il n'y a pas de cadre. Et c'est pas Philippot avec ses 20 petits jeunes souveraino-souverainistes sortis des grandes écoles comme lui, qu'il a tous fait entrer au FN, qu'on peut diriger la France. Ce n'est pas non plus avec le fantasme d'une élite populaire, ça c'est pas vrai, ça c'est du romantisme inopérant. Si on veut diriger la France un jour, c'est ce que je me dis, il nous faut nous appuyer sur un réseau de cadres compétents, cultivés, partout en France, dans toutes les provinces. Et ceux-là, qu'on le veuille ou non, eh bien que ce soit hélas de moins en moins le cas à cause du déclin de cette bourgeoisie traditionnelle, eh bien ces cadres, il faut les choisir soit parmi les bobos progressistes, soit parmi les cathos conservateurs et petits bourgeois, les vieilles familles. Et donc en fait, pour moi, le choix a été fait. Être à la manif pour tous, c'était s'ouvrir la possibilité de mettre la main sur ce réseau de petits cadres qui sont dans leur province, des chefs d'entreprise, qui sont dans des associations, dont les femmes dirigent des associations, ce genre de choses, qui font vivre la vie de la cité des petites villes. Alors, c'était donc pas forcément pour mettre la main sur un électorat, car je veux bien admettre que le gros du peuple se foutait bien du mariage pour tous, mais être à la manif pour tous, c'était pour moi mettre la main sur des petits cadres, mais bien sûr cette réflexion dépassait totalement la capacité d'analyse des cadres du FN, et pire encore, le Front National et ses dirigeants ne voulaient surtout pas des petits cadres de la petite bourgeoisie catho. Et d'ailleurs, Marine Le Pen va prendre le parti de mépriser totalement la manif pour tous, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, disons les choses clairement et arrêtons de mentir, en raison du nombre, du nombre étonnamment élevé, pour le dire ainsi, d'homosexuels autour d'elle. Je n'entrerai pas dans les détails pour m'éviter des procès, mais il y a une logique communautaire qui se met naturellement en place autour d'elle, une communauté qui entre dans un cercle vicieux en fait, parce que plus elle est moquée par les autres, car tous les militants du FN s'en moquent et s'en gossent, croyez-moi bien, plus en fait cette communauté est moquée, plus elle se soude et plus elle devient excessive, et plus elle est soudée et plus elle est excessive, plus on s'en moque et on s'en gosse, et en fait on entre dans un cercle vicieux classique. Et en l'occurrence, avec la question du mariage homosexuel, la logique communautaire homosexuelle qui se sent attaquée autour de Marine Le Pen, marche alors à plein régime autour d'elle. Je n'entrerai pas dans les détails, mais se met en place ce qu'on appelle alors partout dans le parti la Gestapette. Je reçois des messages à 6h du matin, par exemple, par le conseiller spécial de Marine Le Pen pour me demander de virer un obscur militant qui du fin fond de l'Anjou ou de je ne sais où, de la Corrèze, qui a mis un statut sur Facebook un peu critique vis-à-vis du mariage homosexuel. Il a mis un statut Facebook, je reçois un message à 6h du mat, il faut le virer, tout ça. Ça devient complètement délirant. Ils surveillent tout, ils veulent virer tout le monde et regardent les cadres du FN qui se joignent à la manif pour tous avec une immense suspicion. Et encore une fois, je peux pas tout dire, mais faites-moi confiance, ça devient hallucinant. Et ces personnes autour de Marine Le Pen vont trouver un bon argument psycho-affectif pour convaincre Marine Le Pen de la nuisance de la manif pour tous. Alors d'abord, ils vont s'appuyer sur la défiance naturelle de Marine Le Pen pour le profil catho, en tout cas pas forcément catho, mais tradi, hétéro, à l'arrêt sur le côté, vous voyez, plutôt cultivé, il y a la culture très de droite. Marine Le Pen déteste ces mecs-là. Alors je crois que d'abord parce que en fait c'était les mecs qui avaient toujours autour de son père dans sa jeunesse et elle a nourri pas mal de complexes vis-à-vis d'eux. C'était des mecs aussi qui ont méprisé longtemps Marine Le Pen. Et puis parce que, honnêtement, Marine Le Pen est une bourgeoise, Marine Le Pen était riche, elle a développé le complexe social classique des bourgeois, qui en fait, par compensation morale, se sentent obligés d'épouser des causes caricaturalement gauchistes, et de détester symboliquement leur père, c'est-à-dire tout ce qu'ils représentent, et donc ces mecs-là qui, pour le coup, battaient le pavé de la manif pour tous. Mais mieux encore, l'entourage de Marine Le Pen va s'appuyer sur la rivalité naissante, et hélas, que trop féminine, entre Marion Maréchal et Marine. Alors je ne vous ai pas encore parlé de Marion, mais je la rencontre pendant la campagne de 2012 et on devient immédiatement des potes.
Allez, je dis un secret, elle sort même un temps avec mon meilleur ami. Et je peux dire en fait qu'on participe un peu à son entrée en politique, puisque elle dira plus tard que c'est en voyant la nouvelle jeunesse dirigeante du FN, c'est-à-dire nous, qu'elle aura envie de se réinvestir à nouveau. Et c'est d'ailleurs un copain que j'ai aidé à faire rentrer au Front National, Maxime, qui va être son directeur de campagne aux législatives de 2012, qui feront d'elle une députée. Alors c'est une fille vraiment intelligente pour qui j'ai de l'estime et surtout beaucoup d'amitié. Et d'affection malgré le sale caractère lepéniste qu'elle peut avoir parfois. Pour être tout à fait honnête, quand elle est arrivée en politique, j'ai commencé par être un peu vexé, presque jaloux, car à l'époque je me voyais encore, et les journalistes me voyaient encore comme le futur du FN, et tout d'un coup ça devenait Marion le futur du FN, et moi je pestais contre les héritiers pour qui c'est toujours plus facile. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps parce que la jalousie est un sentiment que j'essaye toujours d'étouffer très rapidement en moi, car c'est le pire des venins, et donc c'est un sentiment qui ne durera vraiment pas longtemps. Mais donc il se trouve que Marion, comme on le sait, participe grandement à la manif pour tous et en devient même un de ses visages symboliques incontournables. Elle se met donc à incarner la stratégie politique de la droite, la stratégie qui consiste à récupérer les électeurs de droite dont je vous parlais, et stratégie qui marche pour elle d'ailleurs, car elle se crée tout de suite une immense sympathie parmi les électeurs sarkozystes, ce que Marine Le Pen a moins. Et là, l'entourage de Marine Le Pen, voilà une chance, et donc elle ne manque pas de jeter en permanence de l'huile sur le feu d'une concurrence entre deux femmes de la même famille en politique. Et Marine Le Pen va se radicaliser encore davantage sur sa position philippotiste et populiste, anti-droite jusque dans la caricature, ne serait-ce que pour bien montrer que c'était elle la boss du parti et que sa stratégie était meilleure que celle de sa nièce. Alors souvent, bien sûr, le personnel et le politique se mêlent et la psychologie détermine de grandes décisions stratégiques. Ce que je dis là est une banalité. Dans cette radicalisation stratégique et psychologique de Marine Le Pen et de son entourage, moi, je suis en très mauvaise position. Marine Le Pen m'envoie des SMS parfois de menaces pendant que je suis à la manif pour tous. Je me rappelle du genre s'il se passe quoi que ce soit, tu en subiras les conséquences, signé Marine Le Pen. Je reçois des SMS de ce genre, ce qui n'est pas très agréable. Parce qu'en fait je suis perçu comme étant un ami de Marion, donc un partisan de Marion évidemment. Et en plus je suis proche de la mère de Marion, Yann, qui représente le clan Le Pen, contre lequel s'est coalisé le clan Philippot et le clan Bill-Briouat, qui sont les deux clans les plus importants autour de Marine Le Pen à cette époque. Et le problème aussi que j'affronte, c'est que je n'ai plus accès à Marine Le Pen comme à l'époque de la campagne. Comme je vous disais, on s'entendait super bien quand on travaillait ensemble dans les locaux de campagne pour la présidentielle de 2012. Mon bureau était à 5 mètres du sien, on se voyait tous les jours, on parlait tous les jours, et là d'un coup, nous étions de retour à Nanterre, moi dans le bureau du FNJ au rez-de-chaussée, et Marine Le Pen au 2e étage, qui n'était occupée que par son cercle proche. Donc en fait je la voyais plus. Elle ne voyait plus que Philippot et les autres de son cercle très proche, et qu'il entretenait toujours davantage dans sa rivalité avec Marion, dans sa haine des droitards et dans le fantasme de la stratégie populo-souverainiste dont je vous ai parlé, qui va se planter si piteusement en 2017. Bref, voilà comment je passais l'année qui suivait l'année pourtant si belle de la présidentielle. J'avais bien sûr quelques moments de bonheur avec les jeunes, je pensais encore pas mal de fois dans les médias. On aimerait y croire que le Front National a changé. Mais je pense que vous aurez du mal à convaincre nos concitoyens là-dessus. Julien Rochdy, que répondez-vous? Alors, l'argument, vous savez, la réduction ad Hitlerum, où nous sommes toujours fascistes, toujours méchants, c'est l'argument de ceux qui n'ont rien à dire. Et précisément parce que vous n'avez pas envie de parler du fond, pas envie de parler des politiques catastrophiques que vous menez, tout ce qu'il vous reste à dire, c'est l'argument des faibles, l'argument de ceux qui n'ont jamais rien à dire, c'est nous traiter de fascistes, d'Hitler, de ce que vous voulez. Alors, hier, nous étions d'extrême droite, aujourd'hui, nous sommes nationaux-fascistes, demain peut-être nazis ou hitlériens, tiens, tant qu'à faire. Vous savez, je m'en fous. Je m'en fous parce que déjà, vous mentez tellement qu'un mensonge de plus ou de moins, après tout, c'est égal. Et puis la deuxième chose, c'est que je ne ferai pas patte blanche devant vous. Je ne serai pas celui qui va vous dire « Non, non, je ne suis pas d'extrême droite, surtout pas. S'il vous plaît, acceptez-moi dans votre arc républicain. » Moi, je m'en fous parce que vous n'avez aucune leçon de morale à me donner. Mais en fait, je passais l'essentiel de mon temps à devoir me battre contre mon propre parti et contre tous les dirigeants qui me mettaient des bâtons dans les roues en permanence, en refusant des nominations de jeunes que je voulais, en essayant de faire monter des ennemis à moi dans le parti, en essayant d'envoyer d'autres jeunes dans mon dos dans les médias pour me couper l'herbe sous le pied, en organisant des réunions pour lesquelles je ne recevais pas d'invitation, etc. Enfin, ces petites choses comme ça qui sont des petites choses bien sûr, mais qui à la longue sont vraiment épuisantes et qui surtout sont totalement stériles. Et donc voilà comment,
après une année géniale de présidentielle, comment j'ai vécu une année très déprimante et qui a présagé petit à petit mon départ. Nous voilà donc courant de l'année 2013-2014, qui était l'année des européennes et des municipales. Alors ma situation est ce qu'elle est dans le parti, avec l'appareil dirigeant qui est plutôt contre moi, voire totalement contre moi. Avec Marine Le Pen qui continue, malgré tout, je crois, à m'apprécier quand même encore un peu, mais de qui je suis désormais assez éloigné, ne pouvant la voir et lui parler que très peu, ayant été à ce moment-là mise à l'écart, et surtout Marine Le Pen étant complètement maraboutée par Philippot, qui règne alors en maître. Un Philippot très éloigné de celui que nous connaissons aujourd'hui, qui tente tant bien que mal à continuer d'exister en politique avec sa petite formation, mais qui est sans doute, je dois le dire, après avoir connu quelques échecs, bien plus humain que celui qui régnait alors sur la communication et la stratégie du Front National, qui était un Philippot très arrogant, avec son chauffeur privé, payé par le parti, et ses mignons tout autour de lui qui ne juraient que par lui. Bref, je pense aujourd'hui qu'il est, après avoir pris quelques coups et avoir traversé quelques moments difficiles, je pense qu'il est beaucoup plus humain aujourd'hui et beaucoup plus sympa aujourd'hui que ce qu'il pouvait l'être à l'époque du parti. Enfin bon, bref. Voilà, je suis marginalisé au siège, mais j'ai quand même encore pas mal de crédit auprès des jeunes et je suis une personnalité assez médiatisée, donc tant bien que mal, ma foi, je reste, bien que je commence sérieusement à penser à mon départ. Alors une fois tout cela dit, l'honnêteté réclame toutefois que je reconnaisse que si je suis marginalisé et relativement seul au sein du siège, au sein du siège du FN, c'est en partie de ma faute. Faut bien comprendre que je suis en effet l'inverse d'une psychologie politique. Je suis très solitaire et très peu sociable. Alors, par exemple, j'aime déjeuner seul. Je n'apprécie pas tellement déjeuner, manger avec des gens. Or, le déj, comme on l'appelle, c'est typique du métier du politique. C'est peut-être même la moitié de celui-là, en fait, le fait de déjeuner avec les autres. Votre job consiste en fait essentiellement à bouffer avec les uns et les autres pour parler, pour ne rien dire, mais pour se montrer, pour participer à la vie du groupe, à la vie du troupeau. Et montrer que vous en êtes, que vous êtes bien parti, que vous êtes quelqu'un d'important dans la vie du groupe. C'est quelque chose d'humain et de tout à fait naturel. Mais moi, je me démerde en 2-3 ans de vie au siège du FN pour aller déjeuner peut-être qu'une dizaine de fois avec les gens. Je mange seul, je préfère manger seul. Et puis en fait je ne réclame jamais rien. Si j'avais demandé à Philippot ou à Briouat, à Bild ou que sais-je encore d'aller déjeuner avec eux régulièrement, alors peut-être, même sûrement d'ailleurs, aurais-je amélioré mes relations avec eux, mais je suis trop orgueilleux et trop solitaire. C'est mon caractère très peu politique, un caractère qui n'a rien à voir avec celui d'un politicien, et donc c'est aussi en partie de ma faute si je me marginalise dans le parti. Pour vous donner un exemple, un vrai caractère de politicien, que ce soit en bien comme en mal, c'est celui de Jordan Bardella par exemple. Alors lui, c'est le parfait politique qui sait toujours avec qui déjeuner, dans quel groupe il faut se mettre. Je veux dire, au début, il était avec Philippot quand ce dernier était tout puissant. Il est passé du côté des assassins de Philippot quand celui-ci s'est fait descendre. Et quand j'étais directeur du FNJ, je me rappelle, je le voyais venir au siège en costume cravate alors qu'il ne devait même pas avoir 18 ans, je crois qu'il avait 17 ans seulement. Et je lui demandais ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il venait faire au siège en costume cravate, et il me disait qu'il avait rendez-vous avec Philippot ou je ne sais plus quel cadre au 2e étage, c'est-à-dire les cadres importants. Je me rappelle que j'en rigolais avec
avec mes associés au Front National de la Jeunesse, on disait que le gamin savait où il allait. Il portait déjà des costumes cravates, alors que moi-même, qui était plus vieux que lui, je n'en portais pas. Il passait au-dessus de moi, alors que j'étais censé être son responsable, pour aller parler directement aux dirigeants. C'était quelque chose de brillant, et je dis ça sincèrement. On a vu déjà à l'époque que lui était fait pour le job. Quelqu'un qui est peu intéressé par les idées, mais très sociable et malin comme un singe. Tout le contraire de moi. Alors je ne remets pas du tout en doute, c'est pas un clash, je ne remets pas du tout en doute les convictions de Bardella, je crois que c'est un vrai patriote sincère. Je ne l'attaque d'ailleurs même pas du tout, je dis simplement que lui a le vrai caractère du politicien. Et c'est ce qui a fait son succès, alors que moi, en fait, je n'étais pas fait pour le job, en tout cas pas fait du tout pour la politique politicienne. Et ce qui a achevé de me convaincre d'ailleurs de tout cela, ça a été la campagne municipale de 2014. Alors on m'avait forcé à me présenter et j'avais choisi une ville que je connaissais un petit peu, la ville de ma belle famille. Et donc cette ville c'était Montélimar dans le sud de la Drôme. Je crois avoir fait le boulot sérieusement, j'ai quand même réuni une équipe, on a fait un programme, j'ai appris par cœur tous les dossiers du coin, alors que je ne venais pas du coin, et on a au final fait une campagne honorable, et je crois que j'ai fini à 18%. Mais la vérité pour être sincère avec vous, c'est que j'ai détesté ça. Alors peut-être que, mais ça d'ailleurs même, c'est pas peut-être, j'en suis sûr, si on se présente dans une ville qu'on aime vraiment et dont on vient, alors concourir à ce type d'élection locale est quelque chose de bien, c'est quelque chose de gratifiant. Mais moi, en fait, j'avais juste la sensation d'être une pute. D'aller voir toutes les grands-mères pour leur parler, les séduire, faire croire aux gens qu'une fois élus, on allait régler tous leurs problèmes, je passais mon temps à sourire comme un con pour paraître sympa, comme si être sympa faisait de vous un bon politique. Il fallait faire le démago en permanence. Bref, la campagne électorale locale était l'inverse de la politique qui m'avait fait rêver quand j'étais petit. D'ailleurs, je me rappelle très bien, le maire sortant que j'affrontais était l'exacte caricature que j'exécrais, que je détestais à tout prix. C'était un mec de centre-droite, ou c'était un radical, je crois, franc-mac de province, qui avait en fait toujours un sourire odieux d'hypocrite, mais des yeux qui en même temps voulaient vous assassiner. C'était flagrant ce contraste. Toujours le sourire aux lèvres, mais les yeux qui en fait reflétaient vraiment ce que son âme signifiait, c'est-à-dire un tempérament d'assassin. Du genre, en fait, je te souris toujours, mais je rêve que d'une chose, c'est t'enculer, quoi. Voilà. Et c'est le type d'être humain détestable que je hais vraiment, mais pourtant c'est l'élu banal de province, avec sa maîtresse et ses arrangements bizarres qui faisaient qu'on avait des zones commerciales et des ronds de points dégueulasses qui se créaient un peu partout, très bizarrement, sans qu'il y en ait l'utilité. Enfin bon, bref. Vous voyez l'horreur, vous voyez le genre, le type même du petit politique français, et du type qui se fait constamment réélire, du type qui marche. Donc je me suis dit que si c'était ça la politique aujourd'hui, c'était pas du tout moi celle pour laquelle je m'étais engagé, celle que je voulais, celle qui me faisait bander, qui m'excitait, quoi. J'avais trouvé dans Proust un jour, dans le temps retrouvé, une phrase où quelqu'un dit « Mais peut-être aimait-il trop sincèrement le peuple pour arriver à conquérir les suffrages du peuple ». J'avais bien aimé cette phrase. Et c'est vrai que les qualités que demande une élection, toutes les élections, et peut-être encore même davantage les élections locales, sont des qualités qui inversent que celles que l'on met en avant. En fait, pour gagner, on va pas se mentir, il faut avant tout flatter, caresser, mentir, promettre, bref, que des choses assez peu reluisantes. Même si, évidemment, je suis sûr qu'il y a des élus locaux très bien qui se font vraiment élire par amour pour leur communauté, j'en connais. Mais d'ailleurs, en fait, souvent, ces gens-là n'aiment pas le processus électoral. Donc, de dire que les bons élus locaux, eux-mêmes, sont très critiques vis-à-vis du processus électoral. Bref. Et le problème, c'est que dans le même temps que je découvre cette politique, la politique politicienne, eh bien en fait, je rencontre et je me lie d'amitié à des gens formidables, des chefs d'entreprise qui gravitent autour du FN, mais qui n'en sont pas vraiment, qui restent en fait libres. Et en fait, j'en arrive à la conclusion que si l'on veut être respecté dans un parti, il faut à tout prix avoir une indépendance financière préalable, car sinon les dirigeants du parti peuvent abuser de vous trop facilement. Alors en fait, naît dans ma tête à cette époque, petit à petit, l'idée d'arrêter la politique pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis aussi, en fait, je vois des gens autour de moi dans le parti qui n'ont fait que de la politique depuis des années, et je les vois être devenus morts à l'intérieur, typiquement, être devenus le contraire d'un être humain digne en tout cas. En politique, vous pouvez toujours bouffer ou presque,
En tant qu'assistant, en tant qu'élu, en tant que permanent d'un parti, il y a vraiment beaucoup de fric. Alors en fait, vous avez beaucoup de chances de tomber dans un cercle vicieux. Vous entrez en politique avec de la passion et des idées, vous gagnez de l'argent, et puis les choses se passent mal, vous avez envie de partir, mais vous ne pouvez plus, vous ne pouvez pas. Alors vous restez en ne devenant plus que l'ombre de vous-même, juste pour bouffer, car vous ne savez ni ne pouvez plus rien faire d'autre. Et je vous le dis, en fait, c'est terrible à dire, mais peut-être que la moitié du personnel politique français est dans ce cas de figure. Je connais énormément de politiques, quel que soit d'ailleurs le parti, pas seulement au Front National. La plupart des hommes politiques, de notre personnel politique, sont des gens qui méprisent la politique, qui se méprisent eux-mêmes, qui aimeraient bien partir s'ils le pouvaient, mais n'ont pas d'autre choix que de rester. Donc ils deviennent tous des zombies démonétisés de toute idée, mais qui ne restent que pour le pognon. Et moi je voyais ça déjà, et étant encore jeune, je ne voulais surtout pas finir comme ça. Et puis franchement, j'ai plus beaucoup d'amis à l'intérieur du parti, hein. Comme je vous ai dit, hormis en province et dans les fédérations, auprès des jeunes, je suis marginalisé à Paris, et la preuve en est, si vous voulez une preuve, c'est la piteuse 13e place qu'on me donne sur la liste des européennes en Ile-de-France, alors que je suis peut-être l'une des 5, 10, on va dire 10 à cette époque, 10 personnalités les plus médiatisées du Front National, mais on me donne pourtant une place absolument ridicule sur la liste européenne, parce que ceux qui tiennent l'appareil font tout pour bien me faire comprendre que je suis leur ennemi. Et applaudissez Julien Rochery. Chers amis, j'ai le plaisir et la joie d'introduire ce soir Aymeric Chauprade et Marion-Maréchal Le Pen. Mais je dois vous raconter une petite anecdote juste avant, c'est que j'ai bien failli, moi et plusieurs jeunes présents dans cette salle, n'être pas présents avec vous ce soir. Car figurez-vous, ça n'aurait pas été vraiment très grave, mais ce qui s'est passé en revanche l'a été. Nous sommes allés avec une quinzaine de jeunes, place Vendôme, cet après-midi, devant le ministère de la Justice de Madame Taubira, pour chanter la Marseillaise. Il y avait 150 CRS, 15 cars, et la commissaire est venue nous voir pour nous dire si vous commencez à entonner la Marseillaise, on vous embarque. Est-ce que vous vous rendez compte l'état de ce pays où 15 jeunes aujourd'hui ne peuvent même plus entonner la Marseillaise, l'hymne national, devant un ministère sur une place? C'est incroyable, ces socialistes sont vraiment complètement tarés. Puis je me fais un peu vieux aussi, j'ai alors bientôt 26 ans et je me dis qu'il est temps de donner au FNJ quelqu'un d'autre. Alors pour finir, je prépare quasi seul, je suis tout seul à préparer les UDT de rentrée de 2014 à Fréjus. Et voilà, c'est comme ça que je termine mon passage au FNJ sur un beau succès. Je crois que c'est un événement qui est réussi et dans lequel je prends pas mal de plaisir. Mais voilà, je veux quitter le FNJ sur une belle touche. Et donc c'est avec l'UDT FNJ de l'été 2014 que j'en finis avec le FNJ. On va me traiter de pape tout fragile après. Mais parce qu'on ne quitte pas la politique aussi facilement et qu'au fond, j'ai encore pas mal d'amitié pour Marine Le Pen, à vrai dire même, pour être honnête, encore plus que cela, je crois franchement qu'à cette époque, j'aurais pris une balle pour cette femme. J'aurais pris une balle à sa place si on lui avait tiré dessus. Vraiment, j'aimais Marine Le Pen. Vraiment, je l'aimais profondément. Donc, c'est quand même difficile de quitter la politique après 2-3 années comme ça. Alors, me vient l'idée que si je dois rester au FNJ, la place que je pourrais occuper, en tout cas qui pourrait être la meilleure, celle que j'aimerais,
eh bien ce serait d'entrer dans le cabinet de Marine Le Pen, donc dans ceux qui écrivent dans le cercle de gens qui écrivent ces discours et qui participent plutôt au domaine de recherche dans le programme, dans les argumentaires et dans les idées. Je ne voulais plus en fait avoir nécessairement de rôle actif en politique. Je voulais surtout un rôle d'intellectuel, ce qui correspondait davantage à ma nature et à mes goûts. J'avais plein d'idées pour infléchir un peu la stratégie Philippot et nous ouvrir d'autres champs possibles. Alors, je fais cette proposition à Marine, qui me demande ce que je veux faire. Alors, après, quand la décision est prise de quitter le FNJ, elle me demande, Julien, que veux-tu faire? Et je lui dis clairement, Marine, je veux intégrer ton cabinet, je veux quitter les radars et même les médias. Car contrairement à une idée reçue, en fait, je déteste me voir à la télévision et je préférerais être dans les idées uniquement, quitte à, encore une fois, à sortir du jeu public, mais je veux avoir une influence auprès des idées et aider à écrire les discours, les argumentaires et ainsi de suite. Et elle me dit, donc là on est en juin 2014, quelque chose comme ça, et elle me dit, écoute, on va réfléchir cet été, et on verra ça au retour des vacances. Et au retour des vacances, j'apprends que, ayant essayé d'entrer dans le cabinet de Marine Le Pen, évidemment, j'avais été chassé par les crottes. Alors évidemment, tous les membres du staff de Marine Le Pen pendant les vacances, pendant l'été, surtout ceux du cabinet, avaient tout fait pour dissuader Marine Le Pen d'accepter une chose pareille. Bon, pour être honnête aussi, Marine Le Pen dira à un ami à moi qu'elle ne se voyait pas bosser tous les matins avec moi, ce qui ne m'étonnera guère, car c'est vrai que j'étais devenu très critique et que mes manières plutôt franches et parfois bourrues peuvent parfois être désagréables, et je l'entends tout à fait. Mais le coup sur la nuque, vraiment le coup qui me fera pas mal, mais qui me montrera clairement quelle était ma place dans ce parti, fut la nomination au cabinet, à ma place donc, de Julien Audoul, un mec qui était au FN depuis seulement 2 ou 3 mois, qui venait du nouveau centre, qui n'avait aucune culture nationaliste ou patriote, et dont le principal fait d'armes à l'époque avait été d'avoir fait la couverture de Tétu. Alors là, je vous avoue, quand j'ai vu que Julien Audoul était choisi à ma place pour être membre du cabinet de Marine Le Pen, je l'ai extrêmement mal pris. Si Marine Le Pen, avait pris un intellectuel qui avait fait ses preuves dans l'écriture de discours ou de prospective dans les idées, je sais pas, si elle avait pris un Patrick Buisson, évidemment, je ne l'aurais pas pris mal. Mais là, prendre un Julien Audoul, c'était trop. C'était trop pour mon orgueil. Alors, je sais que depuis, Julien Audoul s'est embrouillé avec Marine Le Pen et s'est même radicalisé sur pas mal de points. Tant mieux pour lui, mais je vous parle de mes sensations à l'époque. À l'époque, que Marine Le Pen choisisse un type qui venait juste d'entrer au front, qui n'avait aucune culture nationaliste, aucune culture de droite, et qui avait fait seulement la couverture de Tétu, vous comprenez bien que ce n'était pas acceptable. En tout cas, c'est pas acceptable pour quelqu'un qui a de l'orgueil comme moi. Et donc à la place, on me file un strapontin. On me demande de bosser sur le programme, d'être officiellement le rédacteur du programme présidentiel. Mais bon, je suis pas naïf, je sais pertinemment que c'est juste un os à ronger qui ne sert strictement à rien, car le programme, comme en 2012, est choisi au dernier moment en fait par les équipes de la stratégie et de la communication, c'est-à-dire Philippot. Et donc tout le travail en amont qui a été fait peut avoir été fait pour rien, parce que s'il ne plaît pas à Philippot, Philippot le change au dernier moment. C'est ce qui s'était passé en 2012. Et donc je voyais très bien que ça allait être mon destin pour 2017 si je restais à écrire le programme présidentiel. Et donc voilà, je sais que du coup, n'ayant pas réussi à rentrer dans le cabinet de la présidente, il est certain pour moi maintenant que je ne pourrai pas changer la stratégie du parti. Et je suis absolument persuadé que cette stratégie Philippot-Marine, court vers l'échec en 2017. Donc voilà, je sais que je n'ai plus aucun pouvoir sur Marine Le Pen, plus aucun pouvoir sur les idées, je ne peux absolument rien faire, et en plus je ne prends plus aucun plaisir dans un parti qui ne me ressemble absolument plus. Alors voilà, c'est ainsi que je prends ma décision, je me casse. Bye bye, sayonara, je décide de partir, ça sert plus à rien que je reste. Bon, je n'ai pas de plan de carrière particulier, je sais pas bien ce que je vais pouvoir faire, mais il est vraiment temps pour moi à ce moment-là de quitter le navire. Et donc je vais voir Marine, je me rappelle, je pense qu'on est en novembre 2014, quelque chose comme ça, oui, novembre. Je vais voir Marine, je me rappelle, je mets mon plus beau costume pour notre rendez-vous et je lui annonce. Et bon, le fait est qu'elle ne cherche pas à me retenir, mais elle salue mon courage. Elle me dit c'est très bien que des gens comme toi qui sont très jeunes au Front National, en politique, décident d'aller faire autre chose. Mais en tout cas, elle me dit que la porte du parti sera toujours ouverte pour moi. Et elle me dit aussi qu'elle compte pour moi pour les prochaines régionales, c'est-à-dire les régionales de 2015, celles qui arrivaient.
et que j'avais ma place assurée dans le département de mon choix, ce qui était quand même pas mal, puisque d'être élu régional, c'est pas mal d'argent pour peu de travail. Et c'est comme ça qu'on s'est quittés, on s'est embrassés, on s'est serré fort, et puis je suis parti. Alors je sais que Marine Le Pen m'apprécie quand même encore un peu, malgré tout, car elle remet à sa place des crapauds qui commencent juste à parler contre moi aux journalistes dès mon départ, comme Valente de Saint-Just, un homme parmi les plus méprisables qui existent sur cette terre, et que d'ailleurs tout le monde méprise dans le parti, hein, c'est bien connu. Mais voilà, au moment où je quitte le Front National, certaines personnes se mettent à parler à la presse, et se mettent à me casser du sucre dans le dos à la presse, et Marine Le Pen, je sais, parce qu'on échange elle et moi, les engueule pour faire une chose pareille. Donc je sais qu'elle, malgré tout, elle me conserve à cette époque encore un peu d'affection. Et le truc alors, c'est que des amis me proposent de bosser comme prestataire du FN. Et de me faire, pour le coup, pas mal d'argent en tant que prestataire du Front. D'ailleurs, quelques-uns de mes meilleurs amis le font et bossent beaucoup et plutôt bien pour le Front National. Et j'ai vraiment la possibilité, et c'est vrai que en fait, je n'ai pas tellement d'opportunités après avoir quitté le Front, parce que je quitte le parti, comme je vous ai dit, sans plan de carrière aucun. Et c'est pas comme si mon CV d'activiste de droite, d'activiste au Front National était le plus reluisant pour les entreprises. Alors je me dis, pourquoi pas devenir prestataire du Front National. Et j'hésite. Mais en fait, le problème c'est que la condition, évidemment, c'est que je ferme ma gueule et que je sorte totalement du débat public. Et donc entre l'argent et la liberté, à 26 ans, je choisis la liberté. Je signe donc une tribune dans Valeurs Actuelles intitulée « Pourquoi le Front National n'est pas parvenu à tuer l'UMP ?» et qui est en fait une critique légère mais argumentée quand même de la stratégie Philippot-Marine. Et là, mon ami qui m'avait proposé de me placer, qui m'avait proposé de m'aider pour devenir un prestataire du Front National, vient me voir et me dit écoute Julien, tu te rends bien compte que maintenant c'est impossible, tu peux plus travailler pour le Front National si tu les critiques. Et je le sais bien, mais ma décision est prise. Je veux prendre ma totale indépendance et surtout ma totale liberté, et donc ne pas rester dans le giron du Front National, même si c'est pour se faire du fric. Cette histoire est vraie, alors c'est pour ça que je vous dis très clairement, quand je vois des guignols qui viennent me parler de courage sur internet, ça me fait doucement rire, car je peux dire avec fierté, je vois pas pourquoi je dissimulerais cette fierté, parce qu'elle m'a beaucoup coûté quand même, je dois dire avec fierté que beaucoup de gens à ma place auraient choisi le fric, plutôt que l'indépendance et la liberté, et moi, c'est connu, les gens le savent, en tout cas mes amis et tous les gens autour de moi le savent. Mais moi j'ai choisi la liberté et l'indépendance totale plutôt que l'argent, et à 26 ans, quand vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de plan de carrière, que vous êtes tout seul, c'était un choix courageux, je l'ai fait, et c'est pour ça que j'en suis fier et je n'ai pas honte de le dire. Alors voilà comment se termine mon parcours sinueux au Front National. Un parcours assez court finalement, parce que ramassé sur quelques petites années, un peu plus de 3 ans seulement, mais bon, un parcours intense et riche, en tout cas assez pour m'avoir énormément appris, mais aussi malheureusement pour m'avoir beaucoup coûté. Alors le bilan maintenant, c'est compliqué, mais vous savez, j'ai beau avoir pas mal de raisons d'en vouloir à Marine Le Pen, c'est une femme que je n'arrive pas à haïr et pour qui je conserve beaucoup d'affection malgré tout. En fait, le truc c'est que je sais qu'elle souffre, qu'elle est malheureuse et qu'elle n'aime pas du tout ce qu'elle fait. Quand je bossais au siège du FN, mon bureau, comme je vous ai dit, était au rez-de-chaussée, et je pouvais donc voir arriver le matin tous ceux qui venaient y travailler. Et j'ai donc pu avoir le loisir de voir Marine entrer dans ses bureaux presque tous les matins, et la chose qui me frappait toujours, est qu'elle faisait la gueule en permanence, pour parler un peu impoliment, excusez-moi, mais bon, elle n'était pas heureuse de venir en politique, et ça se voyait sur son visage, et honnêtement, après ce que je viens de vous dire sur la politique, je ne peux pas la blâmer pour cela. Je veux dire, tous ceux qui ont bossé avec Marine l'ont déjà vu pleurer, et souvent en tout cas, à mon époque c'était comme ça, parce qu'elle souffrait de ne pas pouvoir être davantage avec ses enfants, elle souffrait de la vie personnelle que la politique lui imposait. Son père, Jean-Marie Le Pen, a dit d'elle que, n'aimant pas les gens, elle ne pouvait foncièrement pas aimer la politique. C'est sans doute un peu cruel, je ne sais pas si Marine n'aime pas les gens, comme Jean-Marie Le Pen dit. C'est sûr qu'elle a pas l'amour des gens qu'a Jean-Marie Le Pen, mais bon, l'amour des gens qu'a Jean-Marie Le Pen n'est pas un amour en tant que pur altruiste, qui a le cœur sur la main, mais en tant surtout que bête politique qui ne se sent bien que lorsqu'il est entouré d'admirateurs. Alors je sais pas si Marine Le Pen aime ou pas les gens, mais ce que je sais c'est que Marine Le Pen souffre beaucoup dans ce qu'elle fait.
Je ne ferai pas de psychologie de comptoir, c'est pas le moment, mais je ne parlerai pas de son désir d'être remarqué par ce père qui a été durant toute sa jeunesse si absent et quand il était là, parfois cassant. Je ne parlerai pas de son caractère très lepéniste au fond, qui fait que plus on l'attaque, plus elle reste, plus elle s'accroche. Tant en fait, l'un de ses moteurs, c'est précisément cette colère qui a été nourrie par de nombreux complexes, des frustrations et aussi, il faut le dire, la méchanceté qu'elle a souvent subie de la part de ses détracteurs. Le souci, c'est que, comme je l'ai dit, en politique, l'argent détermine beaucoup de choses et que très souvent, vous entrez en politique par idéalisme, mais vous y restez pour des raisons financières car vous ne savez plus rien faire d'autre et vous ne pouvez plus rien faire d'autre et que la planque est trop bonne malgré tout. La vérité, c'est que ceux qui veulent vraiment que Marine Le Pen ne se présente pas en 2022, car elle compromet les chances de gagner, devraient s'employer à une chose en fait, c'est créer une sorte de Tipeee intitulé Pot de départ de Marine Le Pen qui lui assurerait jusqu'à la fin de sa vie au moins 10 000 euros par mois. Et là, je peux vous dire, je peux pas tout vous dire, non, c'est bien le problème, mais donc je le dirai au conditionnel. Il y aurait alors de grandes chances pour que Marine Le Pen lâche l'affaire et aille enfin vivre une vie plus apaisée qui pourrait la rendre enfin heureuse, car malgré tout, elle le mérite. Mais le problème ne tient pas qu'à elle d'ailleurs, Marine Le Pen a autour d'elle toute une cohorte de gens qui lui doivent leur élévation et leur niveau de vie princier. Et en fait, ces gens-là perdraient tout si Marine Le Pen venait à partir. Je sais que tout cela est très prosaïque, mais c'est cela avant tout la politique. La plupart des gens autour de Marine Le Pen sont ce qu'on appelait, quand j'y étais, avec mes amis, on les appelait les vendeurs d'aspirateurs. C'était en fait des gens plutôt modestes, voire très modestes, et qui gagnent grâce à elle des fortunes, il faut le dire. Et ces gens font tout aujourd'hui pour maintenir Marine Le Pen dans la course, pour détruire toute possibilité de l'alternative au sein du front ou à côté, et qui harassent Marine en permanence pour la maintenir toujours sous tension. Le départ de Marine Le Pen signifierait pour eux leur ruine, car ils ne savent plus rien faire d'autre que de la politique, et c'est pour cela qu'ils se battent comme des chiens. Marine a songé, par exemple, à arrêter la politique après 2017, parce qu'elle a beaucoup souffert des conséquences du débat, par exemple, mais elle et son cercle rapproché ont été mis devant un fait cruel, celui de l'obligation de gagner sa vie. Et je ne dis pas que l'argent est le seul mobile de Marine Le Pen 2022, mais il y a de cela, et même si tous ces gens vont me haïr de dire une chose pareille, ils savent au fond que c'est vrai. Mais encore une fois, il ne faut pas être naïf, je veux dire, la plupart des politiciens qui continuent la politique après 10, 20 ans, 30 ans ne le font plus par plaisir, car ils sont les premiers même d'ailleurs à critiquer le monde politique, et même au fond à se mépriser eux-mêmes, je les connais. Alors j'en connais beaucoup, pas tous certainement, mais beaucoup de noms restent en politique parce qu'ils ne savent rien faire d'autre, et ils ne peuvent rien faire d'autre comme je vous ai dit. Bref, je donne ça juste en idée, si vous ne voulez pas que Marine Le Pen se présente en 2022 et que vous voulez voir un autre candidat émerger, eh bien en fait, plutôt que d'attaquer Marine Le Pen, ce qui ne fait que la renforcer en vertu de son caractère très lepéniste, qui fait que les Le Pen ne sont jamais aussi motivés que dans l'adversité, eh bien faites des Tipeee ou des associations Marine Le Pen part en vacances, j'en sais rien, et qui permettent de rémunérer tout ce beau monde autour d'elle, et vous aurez déjà beaucoup plus de chances de les voir laisser la place. Car la place, et c'est bien là tout le problème, eh bien il l'occupe et l'occupe grassement, empêchant donc l'émergence d'alternatives puisqu'il bénéficie en plus de la complicité des médias et du système qui adore avoir le Front National, le Rassemblement National en face d'eux, car c'est une opposition assez inoffensive. Certains bruits me parviennent, et je pourrais pas en dire plus, mais bon, c'est connu des insiders, on va le dire comme ça, que le parti macroniste est en ce moment plutôt amène avec le Front National, et même franchement bienveillant à beaucoup de niveaux, et c'est bien normal car on sait que Macron a très envie de se retrouver face à Marine Le Pen en 2022 s'il veut rempiler encore 5 ans. Alors on me pose la question parfois, est-ce que tu ne crois pas qu'à la faveur des attentats, etc., de la situation, Marine n'a pas une chance cette fois-ci de gagner en 2022 ? Et en toute honnêteté, je crois pas. Alors bien sûr, tout peut arriver et les surprises surgissent parfois dans l'histoire, mais enfin, premièrement, la Marine à qui nous avons affaire aujourd'hui n'est pas la Marine fraîche et ultra motivée que moi j'ai connue pendant sa première campagne présidentielle. Honnêtement, elle a perdu le feu sacré, et pour s'en rendre compte, c'est très simple, il suffit de comparer ses passages médias de 2011-2012 avec ceux d'aujourd'hui, et on sent qu'elle est beaucoup plus éteinte. Deuxièmement, il y a beaucoup moins de force militante au Front National, il y a moins de relais dans les provinces et moins de qualité individuelle, et ce même jusqu'autour d'elle, dans ses équipes rapprochées. Parce qu'à force d'avoir déçu et à force surtout d'avoir exclu ou poussé au départ de très nombreuses personnes de qualité, de peur des putschs, de peur d'être remplacées par paranoïa et perversité, eh bien, il y a aujourd'hui, c'est un fait, moins de qualité autour de Marine Le Pen qu'à l'époque.
D'ailleurs, on va pas se mentir, si Bardella, à 23 ans, a été propulsé vice-président en charge de la stratégie et de la com, bon, on va pas se mentir, c'est pas seulement parce qu'il est brillant, et il l'est, hein, mais bon, c'est surtout car son âge fait qu'il ne peut pas représenter de danger pour Marine Le Pen, qu'il lui est soumis et qu'en fait, il y a plus grand monde. Donc c'est assez pathétique. Surtout quand on entend le Front National dire nous on laisse la place aux jeunes, nous on donne aux jeunes leur chance. En fait, tout ça est assez comique et pathétique quand on sait les vraies raisons qui les poussent à faire cela. C'est parce qu'ils n'ont pas grand monde et que surtout les jeunes ne représentent pas de danger pour eux. Troisièmement, eh bien, le fait qu'elle soit haute dans les sondages, on en a parlé, ne signifie rien avec Marine Le Pen. Je le rappelle, Marine commence toujours très haut dans les sondages, c'est une constante, puis ne fait que descendre à mesure que la campagne se consomme. Je rappelle qu'en février 2011, elle était à 25%, donc au-dessus de Sarkozy, et qu'elle a fait 17 en 2012. Je rappelle qu'elle a commencé la campagne de 2017 à 30, et qu'elle a fini à 21. Alors, je me fais plus avoir par cela, quoi. Le phénomène est toujours le même. En période non électorale, les gens se déclarent favorables au FN car ils représentent la contestation du pouvoir qu'ils doivent subir. Puis la campagne commence et le Front National commence à parler et les gens s'aperçoivent que les choses ne seraient sans doute pas forcément meilleures avec le Front National qui se montre très peu rassurant, sans compter en plus l'entrée en campagne des autres à grand renfort de médias, etc., etc. Bref, c'est toujours la même histoire. Le FN de Marine est très haut avant la campagne, ce qui oblige tout le monde à se dire en fait, il n'y a pas d'alternative. Regardez, c'est elle, la chef de l'opposition. Elle est haute dans les sondages, etc. Donc on n'a pas le choix, on doit la soutenir. Encore une fois, et à la fin, ça bide et le piège se referme. Quatrièmement, enfin, je n'en parlerai pas plus parce que c'est du ressort de la justice, mais le Front National a de gros problèmes financiers. Il a moins de moyens économiques que ce qu'il a pu avoir en 2017 et même en 2012. Donc tout cela laisse présager des choses plutôt négatives pour la suite du mouvement. Alors voilà, je le répète, il peut bien sûr y avoir des surprises, mais si je résume tout ce que je sais, tout ce que je viens de vous dire et tout ce que l'on peut observer, je ne vois franchement pas comment Marine Le Pen pourrait gagner en 2022, et puis encore comment elle pourrait gouverner. Et c'est pour ça que j'avais proposé une candidature alternative avec Charles Gave. Bon, ça ne va sûrement pas se faire, mais mon idée était d'essayer de trouver quelqu'un d'autre pour représenter le camp national en France. Parce que je suis persuadé, sauf immense surprise, Marine Le Pen ne gagnera pas en 2022 et c'est dommage de perdre encore des années dans un processus électoral qui est destiné à l'échec de toute façon. Alors voilà, donc vient maintenant la question fatidique qu'on me pose souvent. Est-ce que, après réflexion, je regrette d'avoir mis les pieds dans ce parti ? Après avoir tout soupesé, ma réponse est oui. Alors bien sûr, je me suis fait des amis au Front National, j'y ai même fait des belles rencontres avec des gens que j'apprécie encore et même que j'aime. Il y a des gens au sein du parti qui y sont encore, qui sont des élus locaux, tout ça que j'aime vraiment. Mais finalement, ils ne sont quand même pas si nombreux que cela. Les gens que j'ai rencontrés dans ce parti ou grâce à ce parti, que je respecte et apprécie, sont peu nombreux. Je dois dire une chose, c'est qu'il y a quand même très peu de qualité humaine en politique. Alors on me dira, mais Julien, tu craches dans la soupe car c'est ce qui t'a fait connaître quand même. Et oui, c'est sûr, je me suis fait connaître grâce au Front National. Mais prenez ça, je m'en fous pour un manque d'humilité, c'est pas grave, je m'en fous, mais je sais que j'aurais réussi à me faire connaître sans cela, et peut-être même encore plus, et que je ne traînerai pas aujourd'hui ce boulet qui fait que pour certaines personnes, alors de moins en moins nombreuses certes, mais quand même, avoir été au FN me marque à vie et fait que je resterai un frontiste ad vitam aeternam. Ce que je ne peux pas enlever à cette expérience, c'est qu'elle a été formatrice, et même traumatisante d'une certaine façon, comme je vous disais au début. Faire de la politique vous permet en fait d'apprendre énormément sur la nature humaine, c'est une sorte d'accélérateur de leçons de vie, mais bon, il faut savoir la quitter à temps, sinon ne reste plus, à cause de toutes ces leçons amères, que du cynisme, et du cynisme détestable. Alors oui, ma philosophie, vous la connaissez, c'est Amor Fati, c'est une philosophie nietzschéenne. Amor Fati, c'est entraîne-toi à aimer ton sort, aimer ton destin, quel qu'il soit. Et donc je dois apprendre à aimer, y compris ce parcours politique, même s'il m'a beaucoup déçu, qu'il m'a fait beaucoup de mal, et qui fait que même si je dois apprendre à aimer mon destin comme tout bon Nietzschéen, je dois dire quand même que si j'avais une machine à remonter le temps, je ne referais pas ce que je considère aujourd'hui comme une erreur. Je prendrais d'autres chemins, ce que d'ailleurs j'arrive à emprunter aujourd'hui, ou que j'essaye d'emprunter. Des chemins d'ailleurs que vous ne connaissez pas forcément, et d'autres que vous connaissez, ce que
ce que vous pouvez voir sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, mes vidéos, mes livres et tout ça. Des chemins donc entre ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas, qui sont, je crois, plus utiles pour la cause que de la pure politique politicienne. Et donc à un jeune qui me demanderait, qui me poserait la question, et je reçois beaucoup de messages dans ce sens, s'il faut s'engager ou non en politique, eh bien, je lui conseillerais de ne pas aller dans un parti politique, je lui conseillerais d'aller militer plutôt dans des associations, dans des groupes communautaires, chez les identitaires par exemple, dans des syndicats étudiants, dans tout ce qui peut avoir une influence en fait transversale sur la société. Mais je lui dirais, oui, je lui dirais de ne pas aller se compromettre en politique, ou alors d'attendre qu'un autre parti d'opposition et de gouvernement puisse remplacer enfin le Front National, enfin le RN de Marine Le Pen, car même si la politique n'est pas la chose la plus décisive pour l'avenir, c'est ce que je crois, eh bien elle peut quand même être une alliée favorisant des phénomènes sociétaux structurants pour l'avenir, et ça peut être important, donc avoir toujours un pied en politique et avoir des alliés en politique peut être quelque chose d'utile quand même. Quant à moi, pour tous ceux qui me posent la question de savoir si un jour je retournerai en politique, eh bien, évidemment, je n'enterre pas définitivement tout retour en politique. Même si je sais que je suis au final très peu fait pour la vie politique, en tout cas la vie politique politicienne, je sais que ça me gave à mort, mais bon, si un jour je pouvais aider quelqu'un en qui je croirais à nouveau, ne serait-ce qu'un peu, bref, si je pouvais me rendre utile un jour, alors pourquoi pas, on verra ça, on verra si je peux me rendre utile. Je pense que je le ferai. Mais bon, une chose est certaine, c'est que je ne cherche pas du tout cela aujourd'hui, mais je reste les yeux ouverts, et le jour où il se passe quelque chose de vraiment intéressant, donc je parle en politique, si un candidat émerge, si un parti politique se met en place, si un phénomène intéressant est en train d'arriver, eh bien je le dirai à tous ceux qui me suivent, et tous ceux qui me suivent et qui me font confiance, et je leur dirai quoi faire, et donc ils pourront décider de s'engager ou non. Avoir le plus d'influence sur la société, chacun à son niveau, est pour moi l'objectif principal, avec un autre objectif, mais malheureusement dont on ne peut pas parler pour le moment. Le pouvoir de l'influence est aujourd'hui le plus important. Il est beaucoup plus important que le pouvoir politique. D'ailleurs, même le pouvoir politique peut même vous faire aujourd'hui paradoxalement perdre en influence actuellement, tant le pouvoir politique est discrédité. Donc si vous voulez vous engager, mon conseil est d'influencer au maximum dans les familles, dans vos cercles d'amis, dans des assos, des syndicats, de vos entreprises, créer vos entreprises, dans votre communication sur les réseaux sociaux, etc. C'est beaucoup plus important en fait et utile aujourd'hui que d'aller distribuer des tracts pour des gens qui sont pour la plupart d'ailleurs détestables. Mais ce n'est là qu'un conseil, et si bien sûr vous voulez aller vous frotter à la politique, ne serait-ce que pour apprendre, et que vous vous sentez même une âme de politicien, alors je suis le plus mal placé pour vous dire de ne pas y aller, puisque précisément moi j'ai fait l'erreur et j'y suis allé. Simplement, tout ce que je peux vous dire, c'est d'être moins naïf que ce que j'ai pu l'être, et de ne pas prendre la politique pour ce qu'elle n'est pas, pour ce qu'elle n'est plus. Et ne pensez surtout pas qu'un parti censé s'opposer à une certaine décadence doit par conséquent être plus immunisé contre la décadence. C'est terrible à dire, mais c'est malheureusement l'inverse qui est vrai. Alors voilà, je vous ai tout dit ou presque, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pensez bien à vous abonner à cette chaîne, car cette confession, je la voulais ainsi, je la voulais comme confession, n'était en fait qu'un prémisse, qu'un début, ou plutôt qu'une condition préalable pour vraiment me lancer. Car comme dit Nietzsche dans Ecce Homo, il faut présenter l'homme avant qu'il ne fasse. Et donc en faisant cette vidéo, en vous racontant une partie de mon histoire, j'espère que vous me connaissez mieux. Et donc qu'on va à partir de là pouvoir faire davantage de choses, en tout cas entrer dans des choses plus sérieuses désormais. Voilà, à très bientôt.